Le millionnaire l'a chassée, pensant qu'il ne la reverrait jamais. Mais elle est revenue portée dans les bras de 3 millionnaires. Toute la salle est restée muette face à cette scène inattendue, et la raison derrière tout cela aurait détruit sa fierté. Chapitre 1. Béatrice avait toujours cru que le véritable amour était celui qui s'accompagnait de sécurité. Pas la sécurité émotionnelle, celle-là, elle a pris trop tard qu'elle était la plus importante, mais la sécurité matérielle, celle que l'on perçoit dans les voitures de luxe, les dressings débordant de vêtements de créateurs et les dîners où le vin coûte plus cher qu'un salaire entier. À 23 ans, lorsqu'elle rencontra Renaud Tavernier lors d'une soirée de charité à l'hôtel Ritz à Paris, elle vit en lui tout ce dont elle pensait avoir besoin pour être heureuse. Il avait 15 ans de plus qu'elle, était propriétaire d'une entreprise de construction qui érigeait des immeubles dans les quartiers chics de la ville, et il avait cette assurance de celui qui n'a jamais eu besoin de demander quoi que ce soit à personne. Béatrice, fille d'une enseignante à la retraite et élevée dans un appartement modeste du quartier des Gobelins, sentit que la vie lui offrait enfin une échappatoire à la médiocrité qu'elle avait toujours redoutée. Leur relation fut rapide, intense et pleine de promesses. Renaud l'emmenait dans des restaurants sophistiqués, la présentait comme son joyau rare, et en moins d'1 an, ils se marièrent lors d'une cérémonie grandiose à l'église de la Madeleine, avec une réception dans l'un des cercles les plus traditionnels de la rive gauche. Béatrice portait une robe en dentelle française, remonta l'allée au bras de sa grand-mère Delphine, la seule famille qui comptait vraiment pour elle, et crut de tout son cœur qu'elle commençait à écrire le plus beau chapitre de sa propre vie. Les premières années furent remplies de voyages internationaux, de fêtes sur des toits terrasses, et d'événements où Béatrice était toujours complimentée pour sa beauté discrète et son élégance naturelle. Elle apprit à sourire aux moments opportuns, à parler peu et à ne jamais contredire Renaud en public. Il aimait contrôler le récit, être le centre de l'attention, et Béatrice, peu à peu, s'habitua à n'être que le cadre d'un tableau qui ne fut jamais le sien. Avec le temps, la routine du mariage commença à révéler ses fissures. Renaud passait de plus en plus de temps au bureau, rentrait tard à la maison, et quand il était présent, il semblait absent. Les conversations devinrent superficielles, réduites à des commentaires sur l'agenda social ou sur les rénovations de leur appartement en duplex où ils vivaient, à Saint-Germain-des-Prés. Béatrice tenta de combler le vide avec des cours de gastronomie, des leçons de pilates et des déjeuners avec des amis qui, en réalité, n'étaient que des connaissances partageant le même type de vie vide et brillante. Elle commença à réaliser qu'elle était invisible, pas de manière littérale, mais d'une façon encore plus douloureuse. Renaud la voyait, mais ne la regardait pas. Il la touchait, mais ne la sentait pas. Lors des fêtes, il la présentait comme un trophée, mais quand ils étaient seuls, il lui adressait à peine un regard. Béatrice devint une ombre bien habillée, une présence décorative dans une vie qui semblait n'appartenir qu'à lui. Le coup le plus dur vint un soir de septembre, lors de l'inauguration de l'un des projets les plus ambitieux de l'entreprise de Renaud. C'était un événement grandiose, avec la présence de politiciens, d'hommes d'affaires et de journalistes importants. Béatrice avait choisi une robe bleu marine, discrète mais élégante, et espérait que cette soirée serait différente, que Renaud l'inclurait vraiment, qu'il la présenterait avec une fierté sincère. Quand vint le moment des photos officielles, Renaud se positionna aux côtés de ses associés et des principaux investisseurs. Béatrice s'approcha naturellement, comme elle le faisait toujours, mais avant qu'elle ne puisse entrer dans le cadre, il tendit la main dans un geste subtil, mais sans équivoque, et dit d'un ton bas, mais assez ferme pour qu'elle l'entende parfaitement. « Mieux vaut pas, Béatrice. Cette photo est pour les associés et les investisseurs. Tu ne corresponds pas à l'image que nous projetons ici. » Les mots tombèrent sur elle comme un seau d'eau froide. « Tu ne corresponds pas à l'image. » Béatrice sentit son visage brûler, son cœur s'emballer, mais elle garda le sourire aux lèvres, comme elle avait appris à le faire. Elle recula de 2 pas, resta, en marge, observant les flashs illuminer son visage et celui des autres hommes. Personne d'autre ne sembla remarquer ce qui venait de se passer. Personne, sauf elle. Ce soir-là, Béatrice rentra à la maison en silence. Renaud conduisait tranquillement, commentant le succès de l'événement, les contacts importants qu'il avait noués, les opportunités qui s'ouvraient. Elle entendait tout, mais ne traitait rien.
Son esprit était bloqué sur cette phrase. « Tu ne corresponds pas à l'image que nous projetons ici. » En arrivant à l'appartement, Renaud se dirigea directement vers son bureau, prétextant qu'il devait réviser quelques contrats. Béatrice monta dans la chambre, enleva sa robe bleu marine et la suspendit dans le dressing avec soin, comme si le tissu pouvait conserver la douleur qu'elle ressentait. Elle s'assit sur le bord du lit, encore en sous-vêtements, et regarda son propre reflet dans le miroir de la coiffeuse. Qui était cette femme? Quand avait-elle accepté de devenir si petite? Les semaines suivantes furent une succession de jours identiques. Béatrice continuait de jouer son rôle d'épouse exemplaire, mais quelque chose en elle avait changé. Elle commença à prêter attention aux détails qu'elle ignorait auparavant. Aux fois où Renaud vérifiait son téléphone compulsivement pendant le dîner, aux appels qu'il prenait dans une autre pièce, aux voyages d'affaires qui devenaient de plus en plus fréquents. Elle ne cherchait pas de preuves, mais elles apparaissaient discrètes, inévitables. Un jeudi après-midi, Béatrice rangeait le salon lorsque le téléphone de Renaud, oublié sur le canapé, se mit à vibrer avec insistance. Elle regarda l'écran et vit des messages qui s'affichaient l'un après l'autre d'un contact enregistré simplement comme « M ». Les messages étaient courts, directs, chargés d'une intimité qui ne laissait aucun doute. « Tu me manques. Quand est-ce que tu viens ?» Renaud ne répondit pas immédiatement, et Béatrice, les mains tremblantes, déverrouilla le téléphone. Le mot de passe était sa date d'anniversaire, bien sûr, car Renaud se mettait toujours au centre de tout. Elle ouvrit la conversation et vit des mois de messages, des photos, des projets, des promesses qu'il ne lui avait jamais faites. Béatrice s'assit sur le canapé et lut tout, pas avec désespoir, pas avec des larmes, mais avec une étrange sensation de confirmation. C'était comme si une partie d'elle le savait déjà, et que cette découverte n'était que la validation d'une intuition étouffée depuis longtemps. Quand Renaud rentra à la maison ce soir-là, il trouva son téléphone exactement là où il l'avait laissé. Béatrice ne dit rien. Elle prépara le dîner, parla de banalité, et quand il monta se coucher, elle resta dans le salon, regardant la vue depuis la fenêtre qui donnait sur la Seine. Les lumières de la ville clignotaient au loin, et Béatrice sentit qu'elle était piégée dans une vie qui n'avait jamais été vraiment la sienne. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse, c'était une décision. Béatrice se leva, prit une douche, s'habilla calmement et commença à faire une valise. Des vêtements simples, juste le nécessaire. Renaud était parti tôt pour une réunion, et la maison était silencieuse, presque complice de son départ. Elle laissa un court billet sur la table de la cuisine. De longues explications n'étaient pas nécessaires. Il n'y avait pas de place pour le drame. « J'ai besoin de temps. Ne me cherche pas. » Béatrice prit sa valise, descendit par l'ascenseur privé et appela un taxi. Elle donna l'adresse de sa grand-mère Delphine à Montmartre, un vieux quartier plein de rues en pente, où les maisons avaient encore une histoire et où les gens se saluaient encore dans la rue. Alors que la voiture gravissait la colline, la pluie commença à tomber. Ce n'était pas une pluie violente, mais constante, de celle qui lave la ville et laisse l'air plus léger. Béatrice regarda par la fenêtre et sentit qu'elle recommençait à respirer. La maison de sa grand-mère Delphine était petite, peinte en jaune clair, avec un balcon rempli de plantes et une porte en bois massif qui grinçait chaque fois qu'on l'ouvrait. Quand Béatrice sonna, ce fut sa grand-mère elle-même qui répondit, avec son tablier de cuisine encore noué à la taille et ses lunettes de lecture suspendues à son cou. Delphine avait 78 ans, mais elle portait une vitalité que beaucoup de plus jeunes avaient perdue. Elle regarda sa petite fille, la valise mouillée par la pluie, et ne posa aucune question. Elle ouvrit simplement les bras. « Entre, ma chérie. Tu es chez toi. » Béatrice entra, laissa sa valise dans le couloir et serra sa grand-mère dans ses bras avec une intensité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Là, dans cette étreinte serrée, dans cette odeur de cuisine maison et de savon, de Marseille, elle se permit enfin de laisser couler ses larmes. Les premiers jours chez sa grand-mère furent une période d'adaptation. Béatrice dormait dans la chambre qui avait été celle de sa mère, une petite pièce avec un lit simple, une vieille armoire et une fenêtre donnant sur la cour intérieure. Elle se réveillait au son des oiseaux, prenait son petit déjeuner dans la cuisine étroite
et passait ses après-midi à aider Delphine à s'occuper des plantes. Delphine ne la pressait pas, ne posait pas de questions indiscrètes. Elle offrait simplement sa présence et c'était plus que suffisant. Parfois, alors qu'elles arrosèrent les plantes ensemble, la grand-mère parlait des voisines, du marché qui avait lieu le samedi, de la boulangerie qui faisait le meilleur pain du quartier. Béatrice écoutait tout avec une attention qu'elle n'avait plus eue depuis des années, redécouvrant la simplicité d'une vie qui n'avait pas besoin de temps pour avoir un sens. Un après-midi, alors que Delphine était dans le salon en train de regarder le feuilleton de la fin d'après-midi, Béatrice décida de ranger la chambre. Elle ouvrit la vieille armoire et commença à réorganiser les étagères. C'est alors qu'elle trouva au fond d'un des tiroirs un carnet à couverture rigide, usé par le temps, au bord jauni. Elle le sortit avec précaution et vit sur la première page l'écriture délicate et inclinée de sa mère. Journal d'Hélène Cardon. 1998. Béatrice sentit son cœur s'accélérer. Hélène était décédée quand elle n'avait que 12 ans, victime d'une maladie qui n'avait jamais été complètement expliquée. Les souvenirs que Béatrice avait de sa mère étaient fragmentés, faits de sensations plus que de faits. L'odeur de son parfum, sa voix douce, la façon dont elle lui brossait les cheveux avant de dormir. Elle s'assit sur le lit et ouvrit le journal, avec révérence. Les premières pages parlaient du quotidien, de son travail d'enseignante, des difficultés financières. Mais à mesure qu'elle avançait, le ton changeait. Hélène écrivait sur son mariage, sur le mari dont Béatrice se souvenait à peine, sur les silences qui remplissaient la maison. Il ne me voit plus. Je suis là, mais c'est comme si j'étais invisible. Je me lève, je prépare le café, je m'occupe de Béatrice, je range la maison, et il passe devant moi comme si j'étais un meuble. Parfois, j'ai l'impression de disparaître peu à peu, et personne ne s'en rend compte. Béatrice sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ces mots auraient pu être écrits par elle-même. Le sentiment d'invisibilité, d'être réduite à une fonction, d'exister uniquement pour servir. C'était comme si sa mère avait laissé une carte des pièges émotionnels qu'elle avait elle-même fini par répéter. Elle continua de lire, page après page. Hélène écrivait sur les rêves qu'elle avait abandonnés, sur la carrière qui n'avait jamais décollé, sur les amis qui s'étaient éloignés. Elle écrivait sur la solitude d'être mariée et pourtant profondément seule. Aujourd'hui, il m'a dit que je grossissais. Ce n'était pas avec tendresse ni avec inquiétude, c'était avec dédain. Il m'a regardé comme si j'étais un projet qui avait mal tourné. Et je suis restée silencieuse parce que je ne sais plus comment me défendre. Béatrice ferma le journal et le serra contre sa poitrine. Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de colère, colère d'avoir répété le même cycle, colère de ne pas s'en être rendu compte plus tôt, colère d'avoir cru que l'amour de Renaud était suffisant, alors qu'en réalité ce n'avait jamais été du véritable amour. Elle resta là, assise sur le lit, tenant le journal de sa mère, jusqu'à ce que la lumière du jour commence à décliner. Delphine frappa doucement à la porte et entra avec une tasse de thé. « Tu as trouvé son journal, n'est-ce pas ?» Béatrice hocha la tête, incapable de parler. Delphine s'assit à côté de sa petite fille et lui prit la main. « Ta mère était une femme forte, Béatrice, mais elle ne l'a jamais su. Elle a vécu toute sa vie en pensant qu'elle devait être petite pour tenir dans le monde de quelqu'un d'autre. Et cela l'a consumée de l'intérieur. Je ne veux pas que tu répètes cette histoire. » Béatrice regarda sa grand-mère, ses yeux qui avaient vu tant de choses, qui portaient tant de sagesse. « Je ne la répéterai pas, grand-mère. Je te le promets. » Delphine sourit, serra la main de sa petite fille et se leva, laissant le thé sur la table de chevet. « Alors commence maintenant. Commence à te voir de la manière dont tu mérites d'être vue. » Cette nuit-là, Béatrice ne parvint pas à dormir. Elle resta éveillée tard, relisant des extraits du journal, notant des réflexions dans un carnet à elle. Elle commença à comprendre que son départ de la maison n'était pas seulement pour fuir Renaud. C'était pour se retrouver. C'était pour briser un cycle qui se transmettait de génération en génération, silencieux, invisible, mais dévastateur. Les jours suivants, Béatrice commença à sortir davantage de la maison. Elle se promenait dans les rues de Montmartre, découvrait des cafés cachés, parlait avec les commerçants locaux. Elle sentait qu'elle redécouvrait Paris, la ville où elle était née, mais qu'elle avait cessé de voir lorsqu'elle avait déménagé dans le duplex de Saint-Germain-des-Prés.
C'est lors d'une de ces promenades qu'elle passa devant une agence événementielle. La vitrine exposait des arrangements floraux sophistiqués, des invitations élégantes et des photographies de fêtes qui semblaient sorties de magazines. Béatrice s'arrêta et observa. Elle avait toujours eu un œil averti pour les détails, une sensibilité esthétique que Renaud n'avait jamais valorisée. Elle entra dans la boutique presque sans réfléchir. Une femme d'une 50aine d'années, les cheveux relevés en chignon et portant des lunettes à monture colorée, l'accueillit avec un sourire. « Bonjour, je peux vous aider ?» Béatrice hésita un instant puis décida de tenter sa chance. « Je regardais juste, mais vous n'auriez pas besoin de quelqu'un ?» La femme qui se présenta comme Marianne la regarda avec curiosité. « Vous avez de l'expérience dans l'événementiel ?» Béatrice réfléchit vite. Elle avait organisé des dizaines de dîners, de fêtes et de réceptions pour Renaud. Elle avait un œil exercé pour ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. « J'ai une expérience pratique. J'ai organisé de nombreux événements ces dernières années, pas de manière professionnelle, mais je sais ce que je fais. » Marianne croisa les bras et sourit. « Vous savez, j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Mon assistante a démissionné la semaine dernière et je suis submergée de travail. Vous pouvez commencer lundi ?» Béatrice sentit une vague de soulagement et d'excitation à la fois. « Oui, bien sûr. Parfait. Soyez là à 9 heures. Et apportez des idées. J'aime les gens qui sortent des sentiers battus. » Béatrice quitta la boutique le cœur battant. Elle avait trouvé un travail. Quelque chose qui lui appartenait, qui ne dépendait pas de Renaud, qui n'était pas lié à son nom de famille. C'était un début. Les jours précédant son premier jour de travail, Béatrice se consacra à étudier tout ce qu'elle pouvait sur le marché de l'événementiel. Elle regarda des vidéos, lut des articles, prit des notes. Delphine observait sa petite fille avec fierté, la voyant retrouver la lumière qui s'était éteinte ces dernières années. Lundi, Béatrice se leva tôt, choisit une tenue simple mais élégante et se rendit à pied à la boutique. Marianne l'accueillit avec une pile de dossiers et une liste de tâches. « Voyons de quoi vous êtes capable, Béatrice. » Et Béatrice était prête, plus prête qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie, parce que, pour la première fois, elle faisait quelque chose pour elle-même, et cela faisait toute la différence. Chapitre 2. Les premiers jours de Béatrice à l'agence événementielle furent un mélange de découvertes et de défis. Marianne était exigeante mais juste. Elle ne demandait rien qu'elle ne fût pas prête à faire elle-même, ce qui créait un environnement de travail où le respect était mutuel. Béatrice commença par organiser des dossiers, cataloguer des fournisseurs, répondre aux emails et accueillir les clients. C'étaient des tâches simples, mais chacune d'entre elles lui donnait le sentiment de construire quelque chose qui lui était propre, quelque chose qui avait de la valeur indépendamment de toute autre personne. L'agence était installée dans une ancienne maison de maître rénovée au cœur de Montmartre. Les murs étaient blancs, décorés de cadres dorés exposant des photos d'événements passés. Il y avait une grande table au centre, toujours couverte d'échantillons de tissus, de catalogues de fleurs et d'esquisses de décoration. L'odeur de café frais se mêlait au parfum des fleurs qui arrivaient chaque lundi, et Béatrice s'y sentait chez elle d'une manière qu'elle n'avait jamais connue dans le duplex de Saint-Germain-des-Prés. Marianne s'aperçut rapidement que Béatrice avait un talent naturel. Non seulement elle exécutait les tâches, mais elle apportait des suggestions, améliorait les processus, anticipait les problèmes. Lors d'une des réunions avec un couple qui voulait organiser une fête pour ses noces d'argent, Béatrice suggéra une palette de couleurs alliant tradition et modernité, et le résultat fut si bien accueilli que Marianne la nomma responsable du projet. « Vous avez un œil qui ne s'enseigne pas, Béatrice. C'est rare. » Béatrice sourit, mais à l'intérieur, elle ressentait un mélange de gratitude et de surprise. Elle redécouvrait des compétences qu'elle ne savait même pas posséder. Pendant des années, Renaud lui avait fait croire qu'elle n'était qu'un ornement, une belle présence sans substance. Maintenant, loin de lui, elle commençait à comprendre qu'elle avait toujours eu de la valeur. Elle n'avait simplement jamais eu l'espace pour le montrer. Les semaines passèrent, et Béatrice gagna en confiance. Elle organisa de petits événements, puis des moyens, et se retrouva bientôt à participer à des projets plus importants. Chaque succès était une preuve de ses capacités. Chaque compliment d'un client était une couche supplémentaire d'estime de soi qu'elle récupérait. Mais la vie ne permet pas aux gens de changer sans que le passé ne tente de les rattraper.
Un jeudi après-midi, alors que Béatrice révisait les derniers détails d'un événement d'entreprise, son téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle connaissait très bien. Renaud. Elle hésita, avant de répondre, mais décida qu'il valait mieux affronter la situation une bonne fois pour toutes. « Allô ?» Sa voix parvint de l'autre côté, contrôlée, mais avec un ton d'irritation à peine dissimulé. « Béatrice, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as quitté la maison, laissé un mot ridicule et disparu. Où es-tu » Béatrice prit une profonde inspiration. Elle n'allait pas le laisser la déstabiliser. « Je vais bien, Renaud. J'ai juste besoin de temps. »« Du temps pourquoi? Tu te comportes comme une adolescente. Rentre à la maison, on discute et on règle ça. »« Il n'y a rien à régler pour l'instant. J'ai juste besoin d'espace. » Il y eut un silence de l'autre côté et Béatrice pouvait presque sentir sa frustration traverser la ligne. « Tu me mets dans l'embarras, Béatrice. Les gens demandent de tes nouvelles. Qu'est-ce que je vais leur dire? Dis la vérité, que j'ai besoin de prendre soin de moi. » Et avant qu'il ne puisse répondre, elle raccrocha. Ses mains tremblaient, son cœur battait fort, mais elle se sentit puissante. Pour la première fois, elle avait fait passer ses besoins avant ses apparences à lui. Marianne, qui avait entendu une partie de la conversation, s'approcha et posa une main sur l'épaule de Béatrice. « Tu t'en sors bien. Continue comme ça. » Béatrice acquiesça, mais savait que ce ne serait pas la dernière fois que Renaud essaierait de la faire revenir. Il ne s'inquiétait pas pour elle. Il s'inquiétait pour son image, pour ce que les gens allaient à penser, pour le contrôle qu'il était en train de perdre. Les semaines suivantes, Renaud tenta de la contacter à plusieurs reprises, mais Béatrice ne céda pas. Elle bloqua son numéro, demanda à sa grand-mère de ne donner aucune information et se concentra entièrement sur son travail. Elle était déterminée à construire une vie qui lui appartiendrait vraiment. C'est à cette période que Béatrice rencontra Léonard André. C'était un entrepreneur dans le secteur de la technologie, propriétaire d'une start-up en pleine expansion, qui avait engagé l'agence événementielle pour organiser le lancement d'une nouvelle application. Léonard avait 38 ans, il était grand, les épaules larges, les cheveux sombres légèrement grisonnants sur les tempes et un regard serein qui inspirait la confiance. Contrairement à Renaud, qui avait toujours besoin d'être le centre de l'attention, Léonard avait une présence discrète, mais marquante. Lors de la première réunion, il écouta plus qu'il ne parla. Marianne présenta les propositions initiales, mais ce fut Béatrice qui détailla la partie visuelle, expliquant les choix de couleurs, la disposition des espaces et l'expérience qu'il voulait offrir aux invités. Léonard l'observa avec attention tout au long de sa présentation, et quand elle eut terminé, il sourit. « J'aime beaucoup votre vision, Béatrice. Vous ne pensez pas seulement à l'événement, mais à la sensation qu'il laissera aux gens. C'est rare. » Béatrice sentit son visage s'échauffer. Elle n'était pas habituée à recevoir des compliments sincères et quelque chose dans la façon dont Léonard parlait lui donnait l'impression qu'il voyait vraiment au-delà de la surface. « Merci. Il est important que l'événement raconte une histoire, pas seulement qu'il présente un produit. » Léonard hocha la tête, clairement impressionné. « J'ai hâte de voir le résultat. » Les jours suivants, Béatrice travailla intensément à l'organisation du lancement. C'était un événement de taille moyenne, avec environ 200 invités, parmi lesquels des investisseurs, des journalistes et des partenaires commerciaux. Elle coordonna tout avec précision du choix du lieu, un espace culturel au centre de Paris, jusqu'au moindre détail de la décoration et du traiteur. Léonard suivit de près chaque étape, mais jamais de manière intrusive. Il faisait confiance aux décisions de Béatrice, faisait des suggestions si nécessaires, et surtout, la traitait comme une professionnelle compétente, pas comme quelqu'un qui avait besoin d'être supervisé en permanence. Le jour de l'événement, tout se déroula parfaitement. La décoration était moderne, mais chaleureuse. Les lumières créaient une ambiance sophistiquée sans être froide. Les invités circulaient naturellement dans les espaces, et les retours furent extrêmement positifs. Léonard, à la fin de la soirée, chercha Béatrice pour la remercier personnellement. « Vous avez dépassé toutes mes attentes. Merci d'avoir rendu cette soirée spéciale. » Béatrice sourit, ressentant une profonde satisfaction. « Ce fut un plaisir de travailler avec vous. » Léonard hésita un instant, comme s'il réfléchissait à quelque chose, puis demanda « Aimeriez-vous dîner avec moi un de ces jours ? Pas en tant que client, mais comme deux personnes qui se connaissent et aimeraient discuter davantage. » Béatrice sentit son cœur s'accélérer.
Cela faisait longtemps que quelqu'un ne l'avait pas invitée à quelque chose qui n'avait ni arrière-pensée, ni obligation sociale. Elle réfléchit rapidement. Elle n'était pas prête pour une relation, mais ne voulait pas non plus refuser la possibilité de connaître quelqu'un qui la traitait avec tant de respect. J'adorerais. Mais je dois être clair sur le fait que je traverse une période de transition dans ma vie. Je ne cherche rien de sérieux pour le moment. Léonard sourit, et il y avait une compréhension sincère dans ses yeux. Sans pression, juste une conversation entre amis. Ils prirent un rendez-vous pour la semaine suivante, dans un restaurant tranquille de Saint-Germain-des-Prés. Béatrice choisit une robe simple mais élégante et arriva ponctuellement. Léonard était déjà là, l'attendant avec un verre de vin blanc. La conversation coula de source. Léonard parla de son parcours, des défis d'entreprendre en France, des rêves qu'il avait pour son entreprise. Béatrice, de son côté, partagea un peu de son histoire, sans entrer dans les détails douloureux, mais en indiquant clairement qu'elle était dans un processus de reconstruction. « J'ai passé beaucoup de temps à vivre pour plaire à quelqu'un d'autre. Maintenant, j'apprends à vivre pour moi. » Léonard l'écouta attentivement, sans l'interrompre, et quand elle eut fini, il dit quelque chose qui la toucha profondément. Cela demande beaucoup de courage. La plupart des gens restent coincés dans des situations qui ne les rendent pas heureux parce qu'ils ont peur de recommencer. Vous faites ce qu'il faut. Béatrice sentit une véritable connexion avec lui. Ce n'était pas une attirance physique immédiate, mais quelque chose de plus profond, une reconnaissance mutuelle qu'ils valorisaient tous deux l'authenticité et le respect. Ils se dirent au revoir ce soir-là avec une étreinte chaleureuse, et Béatrice rentra en taxi le cœur plus léger. Elle ne savait pas si Léonard jouerait un rôle important dans sa vie, mais elle aimait l'idée d'avoir rencontré quelqu'un qui la voyait telle qu'elle était vraiment. Pendant ce temps, le travail à l'agence événementielle continuait de croître. Marianne commença à déléguer des projets plus importants à Béatrice, faisant de plus en plus confiance à son jugement et à sa capacité d'exécution. L'un de ces projets était un événement caritatif, organisé par l'une des principales institutions de bienfaisance de Paris. C'était une occasion en or, et Béatrice était déterminée à faire un travail impeccable. Pendant les préparatifs, elle rencontra deux autres entrepreneurs qui étaient également impliqués dans l'organisation. Le premier était Philippe Monnier, un avocat de 42 ans spécialisé en droit des affaires, propriétaire de l'un des cabinets les plus respectés de la ville. Philippe était charmant, éloquent et avait un sens de l'humour aiguisé qui faisait rire Béatrice sincèrement. Il la traitait avec un mélange d'admiration et de taquinerie, trouvant toujours des moyens de la complimenter sans être envahissant. Le second était Daniel Ferrier, un entrepreneur du secteur de la gastronomie, propriétaire d'une chaîne de restaurants sophistiqués répartis dans plusieurs villes de France. Daniel avait 45 ans, était divorcé, avait une fille adolescente et dégageait une aura de maturité et de stabilité qui était réconfortante. Il était plus réservé que Philippe et Léonard, mais quand il parlait, ses mots avaient du poids. Les trois entrepreneurs, chacun à sa manière, manifestaient un intérêt sincère pour Béatrice. Ce n'était pas un intérêt prédateur ou superficiel, mais une admiration pour la femme qu'elle devenait. Ils la respectaient professionnellement, valorisaient son opinion et, peu à peu, commencèrent à faire partie de son cercle de relations. Béatrice, cependant, n'était pas prête à s'engager dans une quelconque relation amoureuse. Elle était encore en train de digérer la fin de son mariage, de se redécouvrir. Mais elle appréciait leur compagnie, la façon dont ils la faisaient se sentir vue, valorisée, importante. Les préparatifs de l'événement caritatif prirent près de 2 mois de travail. Béatrice coordonna tout à la perfection, du choix du lieu, un cercle prestigieux de la rive gauche, aux détails de la décoration, du menu et du divertissement. Le soir de l'événement, plus de 500 invités se présentèrent, parmi lesquels des hommes d'affaires, des artistes, des politiciens et des membres de la haute société parisienne. Béatrice était radieuse. Elle portait une longue robe vert émeraude, discrète mais élégante, et circulait dans les espaces pour vérifier que tout se déroulait comme prévu. Léonard, Philippe et Daniel étaient présents, et tous trois tinrent à la féliciter personnellement. « Tu es resplendissante, Béatrice », dit Léonard avec un sourire sincère. « Cet événement est parfait. Tu as un talent incroyable », ajouta Philippe, toujours avec ce ton de charme naturel. «
tu as transformé cette soirée en quelque chose de spécial. Félicitations, conclut Daniel de sa voix calme et assurée. Béatrice les remercia tous, ressentant une profonde gratitude. Elle était entourée de personnes qui l'admiraient pour ce qu'elle était, non pour le nom de famille qu'elle portait ou la position sociale qu'elle occupait. C'est au cours de cet événement que quelque chose d'inattendu se produisit. Parmi les invités se trouvait Claire Mendès, une journaliste de renom qui écrivait pour l'un des principaux magazines de société du pays. Claire avait une chronique hebdomadaire qui abordait des histoires de résilience, de transformation personnelle et d'émancipation féminine. Elle observa Béatrice toute la soirée, remarquant la façon dont elle coordonnait tout avec élégance et efficacité, la façon dont elle interagissait avec les invités, la façon dont elle gardait son calme, même dans les moments de tension. À la fin de l'événement, Claire s'approcha de Béatrice et lui demanda quelques minutes de conversation. « Bonsoir Béatrice, je m'appelle Claire Mendès, je suis journaliste. J'ai passé la soirée à observer votre travail et j'ai été très impressionné. J'aimerais discuter avec vous de votre parcours. Je pense que votre histoire peut inspirer de nombreuses femmes. » Béatrice fut surprise. Elle ne s'attendait pas à ce genre d'attention. « Mon histoire n'a rien d'extraordinaire. » Claire sourit. « C'est ce que disent toutes les femmes extraordinaires. Puis-je convenir d'un entretien avec vous cette semaine ?» Béatrice hésita, puis accepta. Peut-être était-il temps de partager un peu de ce qu'elle avait vécu, non par exhibitionnisme, mais par solidarité avec d'autres femmes qui pouvaient traverser la même chose. Elles prirent rendez-vous pour 2 jours plus tard, dans un café tranquille du jardin du Luxembourg. Claire arriva avec un enregistreur et un carnet de notes, mais avant de commencer l'entretien formel, elles discutèrent de manière informelle pendant près d'1 demi-heure. Béatrice se sentit à l'aise, et quand elles commencèrent enfin à parler de son parcours, elle fut honnête mais prudente. Elle parla du mariage qui l'avait rendue invisible, de la décision de partir, du processus de reconstruction. Elle ne cita pas de nom, n'entra pas dans les détails sordides, mais fut sincère sur les sentiments qui l'avaient amenée à changer de vie. Claire l'écouta attentivement, prenant des notes et posant occasionnellement des questions qui approfondissaient la conversation. À la fin, elle éteignit l'enregistreur et prit les mains de Béatrice. « Merci d'avoir partagé votre histoire. Je suis certaine que de nombreuses femmes s'y reconnaîtront et s'en inspireront. » Béatrice sourit, sentant qu'elle avait fait le bon choix. 3 semaines plus tard, la chronique de Claire fut publiée. Le titre était direct et percutant. L'élégance du renouveau. Comment une femme a transformé l'invisibilité en pouvoir. Le texte était émouvant, bien écrit, et mettait en avant non seulement le parcours de Béatrice, mais aussi le message qu'il n'est jamais trop tard pour se retrouver. La répercussion fut immédiate. L'article devint viral sur les réseaux sociaux, fut partagé des milliers de fois et généra une vague de commentaires de femmes qui s'identifiaient à l'histoire. Béatrice commença à recevoir des messages d'inconnus, la remerciant d'avoir eu le courage de parler de quelque chose que beaucoup vivaient en silence. Marianne était radieuse. « Béatrice, tu es devenue une référence. Nous recevons des demandes de devis de clients qui veulent spécifiquement travailler avec toi. C'est incroyable. » Béatrice était sous le choc. Elle ne s'attendait pas à ce que son histoire ait un tel impact. Mais en même temps, elle ressentait une responsabilité. Si son expérience pouvait aider d'autres femmes, alors cela valait la peine d'avoir exposé un peu de sa douleur. Avec l'augmentation de sa visibilité, vinrent également de plus grandes opportunités. De grandes entreprises commencèrent à contacter l'agence événementielle, voulant que Béatrice soit la responsable de leur projet. Elle organisa des lancements de produits, des fêtes d'entreprise et des événements sociaux de haut standing. Chaque projet était une chance de montrer son talent, et elle ne décevait pas. Léonard, Philippe et Daniel restèrent présents dans la vie de Béatrice, chacun à sa manière. Léonard l'invitait à des dîners tranquilles où ils parlèrent de la vie, de leurs rêves et des défis de la reconstruction. Philippe la faisait rire avec des histoires drôles et trouvait toujours des moyens créatifs de la complimenter. Daniel était le havre de paix, la présence calme et stable qui la réconfortait les jours plus difficiles. Béatrice ne choisissait pas entre eux parce qu'elle ne se sentait pas pressée de choisir. Il respectait son espace, son temps, et c'était libérateur. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas définie par l'homme à ses côtés, mais par qui elle était. Mais tout n'était pas rose.
Renaud, en lisant la chronique de Claire, devint furieux. Bien que Béatrice n'eût pas cité son nom, il savait que de nombreuses personnes de leur cercle social feraient le lien. Pour lui, c'était une humiliation publique, une tache sur la réputation qu'il chérissait tant. Il commença à passer des appels, à répandre des versions déformées de l'histoire, essayant de se protéger. Il disait que Béatrice avait abandonné le mariage sans raison, qu'elle était instable émotionnellement, qu'elle avait inventé des histoires pour justifier sa propre irresponsabilité. Certaines personnes le crurent, d'autres non, mais l'important était que Renaud montrait son vrai visage. Et Béatrice, même de loin, était en train de gagner, parce qu'elle n'avait plus besoin de son approbation. Elle n'avait plus besoin de rien qui vienne de lui. Elle construisait quelque chose qui lui appartenait entièrement, et rien de ce que Renaud ferait ne pourrait changer cela. Un soir, alors qu'elle dînait avec sa grand-mère Delphine, Béatrice reçut un appel de Marianne. « Béatrice, il faut que tu saches quelque chose. Un de nos fournisseurs vient de m'appeler pour me dire qu'il a reçu un appel étrange d'un homme qui s'est présenté comme ton mari. Il essayait de te discréditer et de dire que tu n'es pas fiable. J'ai pensé que tu devais le savoir. » Béatrice sentit son estomac se nouer. Renaud essayait de saboter sa carrière. « Merci de m'avoir prévenu, Marianne. Je vais m'en occuper. » Elle raccrocha et resta silencieuse quelques instants. Delphine, qui avait entendu une partie de la conversation, s'approcha. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» Béatrice lui raconta, et Delphine secoua la tête avec tristesse. Les hommes comme lui n'acceptent pas de perdre le contrôle. Mais tu es plus forte que lui, ma chérie. Et la vérité finit toujours par triompher. Béatrice savait que sa grand-mère avait raison. Elle n'allait pas laisser Renaud la détruire. Elle continuerait à faire son travail avec excellence, à construire sa réputation et à prouver qu'il avait tort. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Chapitre 3. Les mois suivants furent une période de croissance accélérée pour Béatrice. Chaque événement qu'elle organisait devenait une référence et sa réputation sur le marché se consolidait. Marianne, réalisant le potentiel que Béatrice apportait à l'entreprise, lui proposa de s'associer. La conversation eut lieu un après-midi pluvieux de mars, dans la salle de réunion de l'agence, avec le son de la pluie frappant, les fenêtres créant une atmosphère d'intimité. « Béatrice, tu as transformé cette entreprise. Les clients te demandent spécifiquement, notre chiffre d'affaires a triplé ces derniers mois, et je ne peux pas imaginer continuer sans toi comme associé. Qu'en penses-tu » Béatrice sentit son cœur s'accélérer. S'associer signifiait engagement, responsabilité, mais aussi reconnaissance. Cela signifiait qu'elle n'était pas seulement une employée compétente, mais une pièce maîtresse du succès de l'entreprise. « J'accepte, Marianne, et je ferai de mon mieux pour que nous grandissions encore plus. » Elles se serrèrent la main, scellant un accord qui allait changer définitivement la vie de Béatrice. Pour la première fois, elle était propriétaire de quelque chose, avait une participation réelle dans une entreprise, avait une voix active dans les décisions. C'était un pas de géant dans son parcours vers l'indépendance. La nouvelle de son association se répandit rapidement parmi les clients et les partenaires. Léonard fut l'un des premiers à la féliciter, l'invitant à dîner pour fêter ça. Ils se retrouvèrent dans un restaurant élégant de Saint-Germain-des-Prés, avec vue sur la Seine. La soirée était agréable, avec une brise douce qui apportait l'odeur de la rivière. « Je suis très fier de toi, Béatrice. Voir, ton évolution a été une source d'inspiration. » Béatrice sourit, sentant la chaleur sincère dans ses paroles. « Merci, Léonard. Tu as été l'une des premières personnes à croire en mon travail quand je me cherchais encore. » Il prit sa main sur la table, un geste délicat, sans pression. « J'ai toujours vu qui tu étais, même quand tu étais encore en train de le découvrir. » Il y eut un moment de silence confortable entre eux, et Béatrice réalisa qu'elle développait des sentiments plus profonds pour Léonard. Il était patient, respectueux, intelligent, et la façon dont il la regardait la faisait se sentir spéciale. Mais une partie d'elle résistait encore, craignant de se livrer à nouveau et de perdre l'autonomie pour laquelle elle s'était tant battue. Comme s'il lisait dans ses pensées, Léonard dit avec douceur « Je ne suis pas pressé, Béatrice. Je veux juste que tu saches que je suis là, à ton rythme. » Cette soirée se termina par un baiser doux, chaste, devant la porte de la maison de sa grand-mère Delphine. C'était le premier baiser de Béatrice depuis qu'elle avait quitté Renaud, et il portait une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des années, alors que sa vie personnelle s'épanouissait lentement, les défis professionnels s'intensifiaient.
Béatrice et Marianne furent engagées pour organiser l'un des événements les plus importants de l'année à Paris, le lancement d'un nouveau projet immobilier de luxe. Le projet était grandiose, avec plus de 800 invités prévus, dont des hommes d'affaires, des célébrités, des politiciens et des investisseurs internationaux. La responsabilité était énorme, mais Béatrice était confiante. Pendant les réunions de planification, Béatrice retrouva des personnes de son ancien cercle social, celles qui fréquentaient les mêmes fêtes qu'elle et Renaud. Certains la saluaient avec froideur, clairement gênés ou influencés par les versions déformées que Renaud avait répandues. D'autres, cependant, la félicitaient pour le courage d'avoir recommencé, et certains confiaient même qu'ils enviaient sa liberté. C'est lors d'une de ces réunions que Béatrice découvrit que Renaud serait l'un des invités de l'événement. Il était investisseur dans le projet et par conséquent, sa présence était inévitable. L'information lui parvint par Marianne, qui s'inquiéta immédiatement. « Béatrice, si tu ne te sens pas à l'aise, je peux demander à quelqu'un d'autre de coordonner le jour J. Je ne veux pas que tu vives une situation difficile. » Béatrice prit une profonde inspiration. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Elle ne pouvait pas fuir éternellement. « Non, Marianne, je m'occuperai de l'événement. Renaud n'a plus de pouvoir sur moi. » Elle le dit avec conviction, mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. Elle savait que le revoir serait un test, une preuve qu'elle avait vraiment surmonté ce chapitre de sa vie. Les semaines précédant l'événement, Béatrice travailla sans relâche. Elle coordonna les fournisseurs, révisa chaque détail de la décoration, testa le menu 3 fois, supervisa le montage de la scène et du système de sonorisation. Philippe et Daniel, qui étaient également invités, lui offrirent leur soutien et se mirent à sa disposition pour tout ce dont elle pourrait avoir besoin. « Tu n'es pas seule là-dedans, Béatrice. On est là, dit Daniel, de cette voix calme qui la tranquillisait toujours. Et si cet idiot de ton ex tente quoi que ce soit, je m'en occupe, ajouta Philippe avec un demi-sourire qui mêlait provocation et protection. Béatrice les remercia, mais savait qu'elle devait affronter Renaud seule. Cela faisait partie de son cheminement. Le soir de l'événement, tout était parfait. La décoration était éblouissante, avec des lumières dorées qui créaient une atmosphère sophistiquée sans être froide. Les tables étaient impeccablement dressées. Les fleurs exhalaient un parfum doux, et les serveurs circulaient avec élégance. Les invités commencèrent à arriver ponctuellement, et Béatrice, vêtue d'une longue robe noire à la coupe simple mais élégante, coordonnait tout avec sa discrétion habituelle. Renaud arriva vers 20h, accompagné d'une femme plus jeune, blonde, vêtue d'une robe rouge moulante. C'était clairement la même personne des messages que Béatrice avait trouvés des mois auparavant. Elle les vit entrer mais ne ressentit ni jalousie ni colère. Elle ressentit une indifférence libératrice. Renaud la vit aussi. Leurs regards se croisèrent un bref instant, et Béatrice vit de la surprise, peut-être même de l'inconfort dans son regard. Elle se contenta de hocher la tête poliment, comme elle l'aurait fait avec n'importe quel autre invité, et retourna à son travail. Pendant la soirée, alors qu'elle supervisait les derniers ajustements, Béatrice s'aperçut que quelque chose n'allait pas. Le système de sonorisation commença à présenter des défaillances intermittentes. Ce n'étaient pas des pannes graves, mais suffisantes pour compromettre la présentation officielle qui devait avoir lieu dans 1 heure. Elle appela immédiatement le technicien responsable qui examina l'équipement et constata que certains câbles avaient été débranchés intentionnellement. Ce n'est pas un accident. Quelqu'un a touché ici exprès. Béatrice sentit son estomac se nouer. Elle savait exactement qui était derrière cela. Renaud avait accès au lieu en tant qu'investisseur et, de toute évidence, avait tenté de saboter l'événement pour lui nuire. Mais elle n'avait pas le temps pour la colère. Elle n'avait que 40 minutes pour résoudre le problème. Elle appela Léonard, qui était parmi les invités, et lui expliqua rapidement la situation. Il avait, de son côté, des contacts avec une entreprise de sonorisation et réussit à organiser l'arrivée d'une équipe d'urgence en 20 minutes. Pendant ce temps, Béatrice réorganisa le programme, reporta discrètement certains moments et s'assura que les invités restaient divertis par la musique d'ambiance et les apéritifs. Quand le système fut enfin rétabli, la présentation officielle eut lieu sans autre problème. Les organisateurs du projet furent impressionnés par la manière dont Béatrice avait géré la crise,
transformant un désastre potentiel en un simple petit contretemps imperceptible pour la plupart des présents. À la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Renaud s'approcha de Béatrice. Il était seul, son accompagnatrice était allée aux toilettes. « Tu t'en es bien sorti, » dit-il, d'un ton qui se voulait décontracté, mais qui portait quelque chose de plus. « Merci, » répondit Béatrice, gardant sa voix ferme et neutre. Renaud hésita, comme s'il pesait ses mots. « J'ai été injuste avec toi, Béatrice. Je m'en suis rendu compte trop tard. » Béatrice le regarda dans les yeux, sans colère, sans rancune, juste avec une clarté froide. « Oui, tu l'as été, mais ça n'a plus d'importance. J'ai tourné la page, Renaud. J'espère que tu le feras aussi. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle se retourna et se dirigea vers son équipe, le laissant là, seul, avec le poids de ses propres choix. Ce fut un moment de clôture définitive, une page tournée sans drame, mais avec fermeté. Léonard, qui avait observé l'interaction de loin, s'approcha de Béatrice dès que Renaud se fut éloigné. « Tu vas bien ?»« Je vais très bien. Pour la première fois, je vais vraiment très bien. » Il sourit et lui offrit son bras. « Allons fêter ça. Cet événement a été un succès absolu. » Ils partirent ensemble, accompagnés de Philippe et Daniel, qui avaient attendu pour la féliciter. Les quatre se rendirent dans un bar tranquille de Saint-Germain-des-Prés, où ils discutèrent tard dans la nuit de l'événement, de la vie, des projets futurs de Béatrice. « Tu es devenue une référence, Béatrice. Tout le monde ne parle que de toi, » dit Philippe en levant son verre de vin. « Et tu mérites chaque compliment, » ajouta Daniel, avec son air sérieux mais chaleureux. Léonard se contenta de tenir la main de Béatrice sous la table, un geste discret mais plein de sens. Cette nuit-là, Béatrice sentit qu'elle avait enfin trouvé sa place. Elle n'essayait plus de s'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Elle créait son propre monde, entourée de personnes qui la valorisaient et la respectaient. Les jours suivant l'événement, la répercussion fut encore plus grande qu'elle ne l'avait espéré. La manière dont Béatrice avait géré la crise du système de sonorisation devint un sujet de conversation parmi les organisateurs d'événements de la ville. Marianne reçut des dizaines d'appels de clients potentiels souhaitant travailler spécifiquement avec Béatrice. L'association entre les deux se révélait être l'un des meilleurs investissements qu'elles aient pu faire. C'est à cette période que Béatrice reçut une invitation inattendue. Une entreprise multinationale organisait un congrès international à Paris et voulait qu'elle soit la coordinatrice générale de l'événement. C'était le plus grand projet de sa carrière, avec plus de 2000 participants de divers pays, et qui devait avoir lieu dans 6 mois. La proposition financière était généreuse, et la reconnaissance qu'elle apporterait serait inestimable. Béatrice accepta sans hésiter. C'était un défi énorme, mais elle était préparée. Elle monta une équipe, répartit les responsabilités, créa des plannings détaillés et commença à travailler avec un dévouement qui impressionnait même les plus expérimentés du marché. Tout en se consacrant au projet, Béatrice commença également à penser à l'avenir de manière plus large. Elle avait conquis son indépendance financière, s'était retrouvée en tant que femme et professionnelle, mais sentait qu'il manquait quelque chose. Elle voulait laisser un héritage, quelque chose qui aille au-delà des événements qu'elle organisait. C'est alors qu'elle se souvint du journal de sa mère, des mots qu'Hélène avait écrits sur l'invisibilité, sur la solitude au sein du mariage, sur les rêves abandonnés. Béatrice pensa au nombre de femmes qui vivaient encore des situations similaires, piégées dans des relations qui les diminuaient, sans le courage ou les ressources pour recommencer. Elle commença à esquisser une idée. Elle voulait créer une fondation qui soutiendrait les femmes en processus de reconstruction de vie. Non, seulement avec une aide financière, mais avec une orientation professionnelle, un soutien psychologique, une formation et un réseau. Elle voulait offrir ce qu'elle avait elle-même reçu de sa grand-mère Delphine, de Marianne, de Léonard, Philippe et Daniel. Elle voulait donner à d'autres femmes la chance de se retrouver. Elle partagea l'idée d'abord avec Delphine, qui fut émue. « Ta mère serait fière, Béatrice. Tu transformes sa douleur et la tienne en quelque chose qui peut en aider tant d'autres. » Ensuite, elle en parla à Marianne, qui la soutint pleinement et proposa de l'aider avec la partie bureaucratique et administrative. Léonard, en apprenant le projet, proposa d'être l'un des premiers financeurs.
Philippe s'engagea à offrir des consultations juridiques gratuites aux femmes aidées par la Fondation. Daniel proposa de créer un programme de formation professionnelle dans le domaine de la gastronomie. Béatrice fut touchée par le soutien qu'elle recevait. Elle n'était plus seule, et le réseau de personnes qui l'entouraient était solide, sincère, basé sur le respect mutuel et l'admiration véritable. Alors que les préparatifs du Congrès international avançaient, Béatrice commença également à structurer la fondation. Elle choisit le nom, Hélène, en hommage à sa mère, et définit sa mission, soutenir les femmes qui ont vécu des effacements émotionnels et qui veulent reconstruire leur vie avec autonomie et dignité. La nouvelle de la fondation se répandit rapidement, et Béatrice commença à recevoir des messages de femmes intéressées à participer en tant que bénévoles, donatrices ou même futures bénéficiaires. C'était émouvant de voir comment une idée née de la douleur pouvait se transformer en espoir pour tant de personnes. Mais tout n'était pas que célébration. Renaud, en apprenant l'existence de la fondation et le congrès international que Béatrice organisait, devint encore plus contrarié. Voir son ex-femme s'élever professionnellement et socialement, gagner le respect et l'admiration, alors que lui-même rencontrait des problèmes dans son entreprise à cause de décisions mal planifiées, était un coup à son ego qu'il ne pouvait supporter. Il tenta une nouvelle fois de la discréditer, répandant des rumeurs selon lesquelles Béatrice utilisait l'histoire de leur mariage pour se promouvoir, que la fondation n'était qu'une façade pour gagner de l'argent. Mais cette fois, ses tentatives tombèrent dans le vide. Béatrice s'était construit une réputation trop solide, basée sur un travail réel et des résultats concrets, pour que des rumeurs creuses puissent l'ébranler. Pourtant, il y avait des moments où Béatrice se sentait fatiguée, pas physiquement mais émotionnellement. Porter le poids d'être une inspiration, d'être un exemple, de devoir prouver constamment sa compétence, était épuisant. Dans ces moments-là, elle se tournait vers sa grand-mère Delphine, qui avait toujours les mots justes. « Ma chérie, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as seulement besoin d'être authentique. Les gens ne t'admirent pas parce que tu ne fais jamais d'erreur, mais parce que tu as le courage d'essayer. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Béatrice chaque fois que la pression semblait trop forte. Elle n'avait pas besoin d'être parfaite. Elle avait seulement besoin d'être elle-même. Un soir, après une journée particulièrement intense de réunions et d'ajustements finaux pour le congrès, Léonard l'invita à se promener sur les quais de la Seine. Ils descendirent jusqu'au bord de l'eau, enlevèrent leurs chaussures et marchèrent en silence quelques minutes, écoutant le clapotis des vagues. « Tu as l'air fatigué, » dit Léonard, avec cette attention qui le caractérisait. « Je le suis, mais c'est une bonne fatigue. Je construis quelque chose qui a de l'importance. » Il s'arrêta de marcher et se tourna vers elle, lui prenant les mains. « Béatrice, je veux que tu saches que je t'admire profondément, pas seulement pour ce que tu as accompli, mais pour qui tu es, pour la façon dont tu te lèves chaque jour et choisis d'être forte, même quand c'est difficile. » Béatrice sentit ses yeux s'embuer. C'étaient des mots qu'elle avait besoin d'entendre, non pas de n'importe qui, mais de lui. « Merci d'être là, Léonard, de me voir vraiment. Je te verrai toujours, Béatrice. Toujours. » Ils s'embrassèrent là, sur les quais, sous la lumière de la lune, et ce fut un baiser différent du premier. Il avait de la profondeur, une promesse, un abandon. Béatrice ne savait pas encore si elle était prête pour une relation complète, mais elle savait que Léonard était quelqu'un de spécial, quelqu'un qui méritait d'être dans sa vie. Les mois suivants furent une course contre la montre. Le congrès international approchait, et Béatrice travaillait de 12 à 14 heures par jour, supervisant chaque détail. La pression était immense, mais elle gardait le contrôle. Marianne s'occupait de l'agence événementielle pendant que Béatrice se consacrait aux plus grands projets, et le partenariat entre les deux fonctionnait parfaitement. Philippe et Daniel restaient présents, chacun à sa manière. Philippe avec ses blagues et son air décontracté qui allégeait la tension. Daniel avec sa présence solide et fiable, toujours disponible quand Béatrice avait besoin d'un conseil ou simplement de quelqu'un pour l'écouter. Les quatre, Béatrice, Léonard, Philippe et Daniel, avaient développé une amitié sincère. Il n'y avait pas de compétition entre les hommes, seulement un respect mutuel. Ils savaient que Béatrice n'était pas un prix à conquérir, mais une femme qui choisirait son propre chemin, à son propre rythme. Et Béatrice
pour la première fois de sa vie, sentait qu'elle avait le choix. Elle n'était pas poussée à prendre des décisions, pas pressée de suivre un scénario prédéterminé. Elle vivait à son propre rythme, construisait sa propre histoire et c'était libérateur. Le Congrès international arriva enfin. Ce furent 3 jours intenses avec des conférences, des ateliers, du réseautage et des événements sociaux. Béatrice coordonna tout avec brio, résolvant les problèmes en temps réel, ajustant les plannings, s'assurant que chaque participant vive une expérience mémorable. À la fin, elle reçut une ovation des organisateurs et des participants, qui reconnurent son travail impeccable. Cette nuit-là, épuisée mais comblée, Béatrice rentra chez sa grand-mère Delphine. Elle entra silencieusement, monta dans la chambre qui fut un jour celle de sa mère, et s'assit sur le lit avec le journal d'Hélène dans les mains. « J'ai réussi, maman. J'ai brisé le cycle, et maintenant je vais aider d'autres femmes à faire de même. » Elle ferma le journal, le rangea soigneusement dans le tiroir, et s'allongea, ressentant une paix profonde. Elle avait parcouru un long chemin, affronté ses peurs, surmonté les obstacles, et était devenue la femme qu'elle avait toujours eu le potentiel d'être. Et il y avait encore tant à venir. Chapitre 4. Le succès du Congrès international ouvrit des portes que Béatrice n'aurait jamais imaginées. Dans les mois qui suivirent, elle commença à recevoir des invitations d'entreprises d'autres régions, d'organisations internationales et même d'institutions gouvernementales. Sa réputation avait dépassé les frontières de Paris et elle était désormais reconnue comme l'une des meilleures professionnelles de l'événementiel de haut standing en France. Marianne, toujours pragmatique et visionnaire, suggéra qu'elle développe l'entreprise. « Ouvrons une succursale à Lyon. Avec ta réputation et nos contacts, nous pouvons dominer tout le marché du Sud-Est. » Béatrice considéra sérieusement la proposition. Lyon représentait un marché beaucoup plus grand, plus compétitif, mais aussi plus lucratif. C'était un pas audacieux, mais elle avait déjà prouvé qu'elle était capable de relever de grands défis. « Faisons-le, Marianne, mais je veux que ce soit fait correctement, avec une structure, une planification, sans précipitation. » Les 2 femmes passèrent des semaines à élaborer le plan d'expansion, analysant les coûts, visitant des emplacements potentiels et interviewant des professionnels. Léonard proposa de les aider pour la partie investissement et planification stratégique, utilisant son expérience d'entrepreneur pour guider les décisions les plus importantes. Philippe contribua sur le plan juridique, s'assurant que tous les contrats et documents étaient impeccables. Daniel, de son côté, présenta Béatrice à des contacts importants à Lyon, des entrepreneurs qui pourraient devenir des clients stratégiques. Béatrice réalisait de plus en plus qu'elle était entourée de personnes qui non seulement l'admiraient, mais qui investissaient activement dans son succès. Ce n'était pas une faveur, c'était une reconnaissance sincère de sa valeur, et cela faisait toute la différence. La Fondation Hélène commençait également à prendre forme. Béatrice loua un espace petit mais accueillant près des Gobelins, non loin de là où elle avait grandi, et commença à structurer les services qui seraient offerts. Elle engagea une psychologue spécialisée dans les traumatismes et les relations abusives, une assistante sociale, et commença à nouer des partenariats avec des entreprises disposées à offrir des emplois aux femmes prises en charge. La première bénéficiaire de la fondation fut Amandine, une femme de 32 ans qui avait quitté un mariage où elle avait été systématiquement rabaissée pendant 8 ans. Amandine arriva à la fondation avec une petite valise, 2 jeunes enfants et aucune perspective. Béatrice la reçut personnellement et en écoutant l'histoire d'Amandine, elle y vit le reflet de son propre parcours. « Tu n'es pas seule, Amandine. On va t'aider à te reconstruire. » Et elle tint sa promesse. Amandine suivit des séances de thérapie, reçut une orientation professionnelle, suivit des cours de formation et en 3 mois, obtint un emploi d'assistante administrative dans une entreprise partenaire de la Fondation. Quand Amandine reçut son premier salaire et revint remercier Béatrice, elle apporta des fleurs et une lettre manuscrite. « Vous m'avez redonné l'espoir. Je ne savais pas qu'il était encore possible de recommencer. Merci d'avoir cru en moi quand je n'y croyais plus moi-même. » Béatrice serra Amandine dans ses bras, sentant le poids et la beauté de ce moment. C'était plus grand que n'importe quel événement qu'elle avait organisé. C'était une vie en train d'être transformée. C'était un cycle en train d'être brisé. Alors que la Fondation grandissait,
Béatrice devait également gérer sa vie personnelle qui devenait de plus en plus complexe. Léonard, Philippe et Daniel restaient présents, chacun occupant une place importante dans sa vie, et Béatrice commençait à réaliser qu'elle devrait, à un moment donné, faire un choix. Léonard était le plus proche. Ils avaient développé une profonde intimité émotionnelle basée sur de longues conversations, des silences confortables, une compréhension mutuelle qui allait au-delà des mots. Il la voyait comme une égale, une partenaire, et n'a jamais tenté de contrôler ou de diminuer ses rêves. Quand ils étaient ensemble, Béatrice se sentait en sécurité, valorisée, aimée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Philippe, d'un autre côté, apportait de la légèreté. Il la faisait rire, la sortait du sérieux constant du travail, et avait une manière décontractée de montrer son affection qui était réconfortante. Il y avait une attirance indéniable entre eux, une alchimie qui se manifestait par des regards prolongés, des contacts fortuits, des plaisanteries qui frôlaient la provocation. Philippe ne mettait jamais la pression sur Béatrice, mais il laissait clairement entendre qu'il était intéressé, qu'il attendrait le temps qu'il faudrait. Daniel était la stabilité. Il était plus âgé, plus expérimenté, et portait une maturité qui transmettait la sécurité. Leurs conversations étaient profondes, sur la vie, les choix, sur ce qui comptait vraiment. Il avait une fille adolescente, et Béatrice admirait la façon dont il équilibrait sa carrière et sa paternité. Daniel n'était jamais envahissant, mais il était toujours présent quand elle en avait besoin, comme un havre de paix au milieu des tempêtes. Béatrice savait que ces trois hommes étaient extraordinaires et que n'importe quelle femme serait heureuse aux côtés de l'un d'eux. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas continuer indéfiniment dans cette situation incertaine. Finalement, elle devrait choisir, ou ne choisir personne, et c'était aussi une option valable. Un après-midi, en prenant un café avec sa grand-mère Delphine, Béatrice partagea ses doutes. « Grand-mère, je ne sais pas quoi faire. J'aime les trois, chacun d'une manière différente, mais j'ai peur de faire le mauvais choix, de répéter les erreurs du passé. » Delphine prit la main de sa petite fille avec tendresse. « Ma chérie, tu ne répéteras pas les erreurs du passé parce que tu n'es plus la même personne. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, et tu n'accepteras pas moins que ce que tu mérites. Quel que soit ton choix, ce sera le bon parce que ce sera le tien. » Les mots de sa grand-mère la réconfortèrent, mais Béatrice n'était pas encore prête à décider. Il y avait d'autres priorités pour le moment, comme l'ouverture de la succursale à Lyon et l'expansion de la fondation. L'inauguration du nouveau siège de l'entreprise à Lyon fut fixée à un samedi de juin. Béatrice et Marianne organisèrent un événement élégant, invitant des clients potentiels, des partenaires et des amis. L'espace était moderne, vaste, avec de grandes fenêtres donnant sur la place Bellecour. La décoration était sophistiquée mais accueillante, reflétant exactement l'identité de l'entreprise. Léonard, Philippe et Daniel tinrent à être présents, soutenant Béatrice dans ce nouveau chapitre. Pendant la fête, les trois circulèrent parmi les invités, présentant Béatrice à des contacts importants, renforçant sa réputation, agissant comme de véritables alliés. Il y eut un moment pendant la soirée où Béatrice se retrouva seule sur le balcon de l'espace, observant les lumières de la ville. Philippe s'approcha, apportant 2 coupes de champagne. « Tu es pensive. Tout va bien ?» Béatrice accepta la coupe et sourit. « Je suis juste en train de tout assimiler. Il y a un an, j'étais perdue, invisible, sans perspective. Et maintenant, je suis ici, à inaugurer une succursale de ma propre entreprise à Lyon. » Philippe trinqua avec elle. « Et tu mérites chaque seconde de tout ça. Tu es incroyable, Béatrice. Et je ne le dis pas seulement en tant que prétendant. Je le dis en tant que quelqu'un qui t'admire profondément. » Béatrice sentit son visage s'échauffer. Philippe avait une façon de parler directe, honnête, sans faux semblant. C'était rafraîchissant. « Merci, Philippe. Tu as été un grand ami. » Il sourit, mais il y avait autre chose dans ses yeux. « Chami, c'est un bon début. » Avant que Béatrice ne puisse répondre, Daniel apparut sur le balcon avec son air discret habituel. « Désolé de vous interrompre, mais Béatrice, il y a quelques clients qui aimeraient te parler. » Elle acquiesça, remercia Philippe pour ce moment et retourna à la fête. Le reste de la soirée fut une succession de conversations, de présentations et de nouveaux contrats conclus. La succursale de Lyon était déjà un succès avant même d'avoir officiellement commencé ses activités. Quand la fête se termina,
et que les derniers invités furent partis, Béatrice, Marianne, Léonard, Philippe et Daniel restèrent dans l'espace, assis sur des chaises éparpillées dans le salon, fatigués mais satisfaits. « On a réussi », dit Marianne en levant un dernier verre de vin. « Vous avez réussi », corrigea Léonard en regardant Béatrice et Marianne avec fierté. Béatrice regarda autour d'elle ces personnes qui étaient devenues sa famille de cœur et ressentit une profonde gratitude. Elle n'était plus seule, elle n'était plus invisible. Elle était entourée d'amour, de respect, d'admiration sincère. Mais tout n'était pas que célébration. Renaud, en apprenant l'inauguration à Lyon et la répercussion que Béatrice générait, devint de plus en plus contrarié. Son entreprise de construction faisait face à des difficultés financières en raison d'investissements mal planifiés et d'une série de scandales impliquant des surfacturations dans des travaux publics. Bien que Renaud ne fût pas directement impliqué dans les irrégularités, la réputation de l'entreprise était ternie et il perdait d'importants contrats. Voir Béatrice prospérer pendant que lui sombrait était un coup qu'il ne pouvait supporter. Il tenta une dernière carte. Il contacta un avocat et engagea une procédure en diffamation, alléguant que l'interview que Béatrice avait donnée à la journaliste Claire Mendès avait nui à son image et à ses affaires. C'était une tentative désespérée, sans fondement juridique solide, mais qui pouvait au minimum lui causer des ennuis. Quand Béatrice reçut la notification de la procédure, elle ressentit un mélange de colère et de lassitude. Elle n'avait pas cité le nom de Renaud à aucun moment, n'avait menti sur rien, avait simplement partagé sa propre expérience. Mais elle savait qu'il ferait n'importe quoi pour essayer de la tirer vers le bas. Philippe, en apprenant la nouvelle, devint furieux. « C'est ridicule, il n'a aucune chance. Je m'en occupe personnellement. » Et il s'en occupa. Philippe prépara une défense solide, rassembla des preuves que Béatrice n'avait jamais diffamé Renaud, et argua qu'elle avait le droit constitutionnel de partager sa propre histoire. En moins de 2 mois, l'affaire fut classée sans suite, et Renaud fut condamné à payer les frais de justice. Ce fut une victoire, mais Béatrice ne la célébra pas. Elle ressentit seulement le soulagement que ce chapitre soit enfin terminé. Renaud n'avait plus de pouvoir sur elle, et la justice l'avait confirmé. Avec cette affaire réglée, Béatrice put enfin se concentrer sur ce qui comptait vraiment. La Fondation Hélène aidait de plus en plus de femmes, et les histoires de transformation se multipliaient. Il y avait des femmes qui retrouvaient leur estime de soi, qui trouvaient un emploi, qui reprenaient leurs études, qui renouaient avec leurs enfants. Chaque histoire était une preuve que le travail de Béatrice avait un impact réel. Claire Mendès, la journaliste qui avait écrit le premier article sur Béatrice, la recontacta, cette fois pour faire un reportage sur la Fondation. Béatrice accepta et le reportage fut publié dans un magazine à diffusion nationale, apportant encore plus de visibilité au projet. Des dons commencèrent à arriver d'entreprises et de particuliers, et la Fondation put étendre ses services, embaucher plus de professionnels et aider plus de femmes. C'est pendant cette période de croissance que Béatrice reçut une invitation qui la laissa sans voix. Une organisation internationale dédiée à l'émancipation des femmes voulait lui rendre hommage lors d'un événement à New York. Elle serait reconnue comme l'une des femmes qui faisèrent la différence en Europe grâce à des initiatives à impact social. Béatrice lut l'invitation 3 fois, incapable d'y croire. New York, une reconnaissance internationale. Elle, qui un peu plus d'1 an auparavant était invisible dans son propre mariage, allait maintenant être honorée à l'autre bout du monde. Elle partagea la nouvelle d'abord, avec Delphine qui pleura d'émotion. « Ta mère voit ça de là où elle est, ma chérie. J'en suis sûre. » Ensuite, elle le raconta à Marianne, Léonard, Philippe et Daniel, qui célébrèrent avec enthousiasme. Léonard proposa de l'accompagner, mais Béatrice refusa gentiment. « Je dois le faire seule, ça fait partie de mon cheminement. » Il comprit, comme il comprenait toujours. Le voyage à New York fut fixé pour septembre. Béatrice passa les semaines précédentes à tout organiser pour que l'entreprise et la fondation continuent de fonctionner parfaitement en son absence. Marianne prendrait en charge la partie opérationnelle de l'entreprise et la psychologue de la fondation s'occuperait des bénéficiaires. Quand le jour du voyage arriva enfin, Béatrice fit ses adieux à sa grand-mère avec une étreinte serrée. « Va et montre au monde qui tu es, ma chérie.
L'arrivée à New York fut un choc. Béatrice n'était jamais allée aux États-Unis, et l'énergie de la ville était écrasante. Des gratte-ciel qui semblaient toucher le ciel, des gens du monde entier marchant à vive allure dans les rues, un mélange de sons, d'odeurs et de couleurs à la fois chaotiques et fascinants. La cérémonie d'hommage eut lieu dans un hôtel de luxe de Manhattan. Il y avait plus de 300 personnes présentes, parmi lesquelles des lauréates de divers pays, des représentants d'organisations internationales, des journalistes et des militants. Béatrice était nerveuse, mais aussi déterminée. Elle avait préparé un discours court qui allait droit au cœur. Quand vint son tour de monter sur scène pour recevoir l'hommage, Béatrice sentit ses jambes trembler. Mais quand elle prit le micro et regarda le public, elle vit des visages de femmes qui, comme elle, avaient des histoires de résilience. Et cela lui donna de la force. « Je ne suis pas ici parce que je suis spécial. Je suis ici parce que j'ai eu la chance de trouver des gens qui ont cru en moi quand je n'y croyais plus moi-même. Je suis ici parce qu'une grand-mère m'a accueilli, parce qu'une associée m'a donné une chance, parce que de vrais amis m'ont soutenu. Et maintenant, ma mission est de faire pour les autres ce qu'on a fait pour moi. Briser les cycles d'invisibilité, rendre la dignité, montrer qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Le public se leva pour l'applaudir, et Béatrice sentit des larmes couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'accomplissement. Elle avait parcouru un long chemin, affronté ses peurs, s'était retrouvée. Et maintenant, elle était là, reconnue non pas pour le nom d'un mari, non pas pour sa beauté superficielle, mais pour l'impact réel qu'elle avait sur le monde. Après la cérémonie, plusieurs femmes s'approchèrent de Béatrice pour discuter, la remercier, partager leurs propres histoires. Certaines étaient des entrepreneurs, d'autres des militantes, d'autres des leaders communautaires. Elles avaient toutes quelque chose en commun, la détermination de faire la différence. Béatrice passa 3 jours à New York, participant à des ateliers, rencontrant d'autres organisations, développant son réseau. Ce fut une expérience transformatrice qui élargit sa vision de ce que la Fondation Hélène pourrait devenir. Quand elle rentra à Paris, elle rapportait dans ses bagages non seulement la plaque honorifique, mais aussi de nouvelles idées, des partenariats internationaux et une certitude renouvelée d'être sur la bonne voie. Léonard, Philippe et Daniel l'attendaient à l'aéroport avec des fleurs et de larges sourires. Béatrice les serra dans ses bras, émue d'être de retour, d'avoir des gens qui se souciaient sincèrement d'elle. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble dans un restaurant chaleureux de Montmartre, et Béatrice raconta tout sur son voyage, sur les femmes qu'elle avait rencontrées, sur les projets qu'elle voulait mettre en œuvre à la Fondation. Philippe, au milieu du dîner, porta un toast. À Béatrice, qui en un peu plus d'1 an est passée d'invisible à inoubliable. Tous levèrent leur verre, et Béatrice sentit son cœur déborder de gratitude. Elle avait trouvé non seulement elle-même, mais aussi une famille qu'elle avait choisie, des gens qui l'aimaient pour ce qu'elle était, non pour ce qu'elle pouvait offrir. Mais une question restait en suspens. Béatrice savait qu'elle devrait, à un moment donné, définir ses sentiments à l'égard des 3 hommes, qui faisaient partie de sa vie. Et cette décision approchait, inévitable comme la marée, parce qu'elle ne voulait blesser personne. Elle voulait seulement être honnête avec elle-même et avec tous ceux qui l'entouraient, et cela, elle l'avait appris, était la forme la plus vraie de l'amour. Chapitre 5. Les mois suivants furent une période d'intense réflexion pour Béatrice. Elle continuait de travailler d'arrache-pied dans l'entreprise et à la fondation, mais une partie de son esprit était toujours tournée vers la question qu'elle ne pouvait plus reporter. Léonard, Philippe et Daniel. 3 hommes extraordinaires, chacun occupant une place unique dans son cœur, et elle devait être honnête sur ce qu'elle ressentait vraiment. La pression ne venait pas d'eux. Les 3 restaient respectueux, patients, présents sans être envahissants. La pression venait d'elle-même, du besoin de clarté, de ne maintenir personne dans une situation indéfinie. Il méritait l'honnêteté, et elle méritait aussi la paix. C'est un après-midi d'octobre, lors d'une conversation avec sa grand-mère Delphine, que Béatrice commença enfin à mettre de l'ordre dans ses sentiments. « Grand-mère, je dois prendre une décision. Je ne peux pas continuer comme ça, partagé entre 3 personnes qui sont importantes pour moi. » Delphine, qui arrosait les plantes sur le balcon, s'arrêta et regarda sa petite fille avec cette sagesse tranquille que seuls les ans apportent. « Alors dis-moi, Béatrice, quand tu penses à l'avenir,
Quand tu imagines ta vie dans 5-10 ans, qui vois-tu à tes côtés? Béatrice ferma les yeux et essaya de visualiser. Elle voyait la fondation grandir, l'entreprise s'étendre, des femmes se transformer. Et puis, au milieu de tout cela, elle voyait un visage qui apparaissait plus souvent, avec plus de clarté, plus de présence. C'était Léonard. Elle ouvrit les yeux, surprise de sa propre découverte. « Je vois Léonard, grand-mère. » Delphine sourit comme si elle le savait déjà. « Alors tu as ta réponse. Maintenant, il te faut le courage d'agir. » Béatrice passa les jours suivants à réfléchir à la manière de faire cela le plus respectueusement possible. Philippe et Daniel étaient des hommes merveilleux, et la dernière chose qu'elle voulait était de les blesser. Mais elle savait aussi que retarder serait pire, que les maintenir dans l'expectative serait injuste. Elle décida de parler d'abord à Philippe. Elle lui donna rendez-vous pour un café en milieu d'après-midi, dans un endroit calme, loin de l'agitation du centre-ville. Philippe arriva avec son sourire caractéristique, mais quand il vit l'expression sérieuse de Béatrice, son sourire s'estompa un peu. « Qu'y a-t-il? Tout va bien ?» Béatrice prit une profonde inspiration. « Philippe, je dois être honnête avec toi. Tu es une personne incroyable. Tu m'as fait rire quand j'en avais le plus besoin. Tu as été présent dans les moments importants et j'ai beaucoup d'affection pour toi. Mais je dois te dire que mes sentiments pour Léonard sont différents. Ils sont plus profonds, et ce ne serait pas juste envers toi de continuer à laisser cette porte ouverte alors que mon cœur a déjà fait un choix. » Philippe resta silencieux quelques instants, digérant ses paroles. Il y avait de la tristesse dans son regard, mais aussi de la compréhension. « Je le savais un peu, tu sais. La façon dont tu le regardes est différente. J'espérais juste que peut-être, avec le temps, tu pourrais me regarder de la même manière. Mais je comprends, et je te respecte trop pour être fâché de ton honnêteté. » Béatrice sentit ses yeux s'embuer. « Tu trouveras quelqu'un qui te regardera exactement comme tu le mérites, Philippe. Tu es une personne spéciale. » Il sourit, un sourire triste mais sincère. « Toi aussi, Béatrice. Léonard a de la chance. » Ils terminèrent leur café sur une conversation plus légère, se remémorant des moments amusants, et se dirent au revoir avec une étreinte serrée. Béatrice partit le cœur lourd, mais aussi soulagée d'avoir été honnête. La conversation avec Daniel eut lieu quelques jours plus tard, lors d'une promenade au jardin du Luxembourg. Daniel avait proposé la rencontre et Béatrice avait accepté, sachant qu'elle devait avoir la même conversation qu'avec Philippe. Alors qu'ils marchaient parmi les arbres centenaires, ce fut Daniel qui rompit le silence le premier. « Tu vas me dire que tu as choisi Léonard, n'est-ce pas ?» Béatrice s'arrêta de marcher, surprise. « Comment le sais-tu » Daniel sourit avec douceur. « Je suis attentif, Béatrice, et ce n'est pas grave. J'ai toujours su que ce que j'offrais, c'était la sécurité, la stabilité. Mais ce dont tu as besoin à ce stade de ta vie, c'est de quelqu'un qui marche à tes côtés dans la construction de tes rêves. Et Léonard est cette personne. » Béatrice sentit une vague de soulagement mêlée de tristesse. « Tu es un homme merveilleux, Daniel, et je te suis très reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. » Il lui prit la main avec tendresse. « La gratitude est mutuelle. Tu m'as appris qu'il est possible de croire à nouveau en l'amour après un mariage raté. Et c'est un cadeau. J'irai bien, et toi aussi. Et qui sait, un jour on se retrouvera comme de vieux amis qui se respectent. » Ils continuèrent leur promenade, parlant de la vie, de ses enfants, de la fondation, de l'avenir. Quand ils se dirent au revoir, Béatrice sentit qu'elle avait préservé quelque chose de précieux, l'amitié et le respect mutuel. Avec ces conversations difficiles derrière elle, Béatrice se sentit enfin libre de vivre pleinement ce qu'elle ressentait pour Léonard. Elle l'invita à dîner chez sa grand-mère Delphine, ce qu'elle n'avait pas encore fait. C'était une façon de l'intégrer officiellement à sa vie, de le présenter à la personne la plus importante de son monde. Delphine prépara un bœuf bourguignon savoureux, avec tous les accompagnements traditionnels, et reçut Léonard avec l'hospitalité chaleureuse qui la caractérisait. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout, des souvenirs d'enfance de Béatrice aux projets futurs de la Fondation. Léonard charma Delphine par sa politesse, son attention et, surtout, par la manière respectueuse dont il traitait Béatrice. Quand Delphine se retira pour dormir, Béatrice et Léonard restèrent sur le balcon, assis sur les chaises en osier, regardant les lumières de la ville qui clignotaient au loin. « Ta grand-mère est incroyable.
dit Léonard en tenant la main de Béatrice. Elle est tout pour moi. C'est elle qui m'a accueilli quand j'en avais le plus besoin. Léonard se tourna vers elle avec une expression sérieuse, mais affectueuse. Béatrice, je veux que tu saches que je suis complètement amoureux de toi. Pas seulement de la femme forte et inspirante que tu es devenue, mais de la personne que tu as toujours été, même quand tu ne pouvais pas le voir en toi-même. Et je veux marcher à tes côtés, non pas pour te compléter, car tu es complète par toi-même, mais pour partager la vie, les rêves, les défis. Béatrice sentit son cœur s'accélérer. C'étaient les mots qu'elle avait besoin d'entendre, dits de la bonne manière, au bon moment. Je suis aussi amoureuse de toi, Léonard, et je suis prête à construire quelque chose de réel. Quelque chose basé sur le respect, le partenariat, l'amour véritable. Ils s'embrassèrent là sur le balcon de la maison de la grand-mère, sous le ciel étoilé de Paris, et ce fut un baiser qui scella un engagement, une promesse d'avenir. Les semaines suivantes, Béatrice et Léonard commencèrent à construire une routine ensemble. Ils ne vivaient pas encore dans la même maison, car Béatrice voulait garder son espace chez sa grand-mère le temps que tout s'ajuste, mais ils passaient la plupart de leur temps libre ensemble. Ils dînaient, se promenaient, parlaient de leurs projets respectifs, et Léonard devint un partenaire actif dans les initiatives de la Fondation, contribuant non seulement financièrement, mais aussi avec des idées et des contacts. La Fondation Hélène connaissait une croissance exponentielle. Le nombre de femmes prises en charge avait triplé en 6 mois, et Béatrice dut embaucher plus de personnel et louer un espace plus grand. L'impact de leur travail était tangible, visible dans les transformations individuelles de chaque femme qui passait par le programme. L'une de ces femmes était Simone, une avocate de 40 ans, qui avait abandonné sa carrière pour se consacrer à son mariage et à ses enfants, et qui, après des années dans une relation où elle avait été systématiquement dévalorisée, avait décidé de recommencer. Simone arriva à la Fondation fragile mais déterminée. Elle suivit une thérapie, actualisa ses connaissances juridiques et, en quelques mois, obtint un poste dans un cabinet respecté. Quand Simone revint remercier Béatrice, elle apporta une lettre émouvante. « Vous m'avez montré que je n'avais pas perdu mon essence. Elle était simplement endormie. Merci de m'avoir aidé à me réveiller. » Des histoires comme celle de Simone se multipliaient, et chacune renforçait la conviction de Béatrice qu'elle était sur la bonne voie. La Fondation n'était pas seulement un projet, c'était un héritage. C'était sa façon de transformer la douleur de sa mère et sa propre douleur en quelque chose qui guérissait d'autres femmes. C'est à cette période que Béatrice reçut une invitation à participer à un congrès international sur l'émancipation des femmes à Genève, en Suisse. Ce serait en novembre, et elle serait l'une des principales conférencières, partageant l'expérience de la Fondation Hélène et les méthodologies qui étaient appliquées avec succès. Léonard encouragea Béatrice à accepter. « C'est une opportunité incroyable. Tu dois y aller. » Mais cette fois, quand il proposa de l'accompagner, Béatrice accepta. « Je veux que tu viennes avec moi. Je veux partager ça avec toi. » Le voyage à Genève fut marquant. C'était la première fois qu'ils voyageaient ensemble hors de France, et chaque moment était une découverte partagée. Ils se promenèrent dans les rues de la vieille ville, dégustèrent du chocolat dans les chocolateries traditionnelles, admirèrent le coucher de soleil sur le lac Léman et parlèrent de l'avenir, des rêves que chacun avait et de la manière dont ils pourraient les réaliser ensemble. Le jour de la conférence, Béatrice était nerveuse, mais Léonard la rassura. « Tu l'as déjà fait. Sois juste toi-même. » Et c'est exactement ce qu'elle fit. Elle monta sur scène, raconta son histoire sans peur, sans honte, partageant les moments de douleur, de découverte, de transformation. Elle parla de la Fondation, des femmes qui étaient aidées, de l'impact réel qu'il était possible de générer avec un engagement sincère. Le public, composé de plus de 500 personnes de divers pays, resta en silence absolu pendant toute sa présentation, et quand elle eut terminé, l'applaudit debout pendant de longues minutes. Léonard, qui avait tout regardé depuis le premier rang, avait les yeux embués de fierté. Quand Béatrice descendit de scène, il la serra fort dans ses bras. « Tu as été parfaite. Je suis si fier de toi. » Cette nuit-là, après l'événement, ils rentrèrent à l'hôtel en silence, main dans la main, appréciant simplement la beauté de Genève la nuit. Arrivé dans la chambre, Léonard attira Béatrice près de lui
et dit sérieusement: « Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je ne te demande pas ta main maintenant, parce que je sais que tu apprécies les moments justes, mais je veux que tu saches que c'est ce que je veux. Toi, moi, construisant quelque chose ensemble. » Béatrice sentit des larmes couler sur son visage. C'étaient des larmes de pur bonheur. « C'est ce que je veux aussi, Léonard. Je veux construire une vie avec toi. » Ils passèrent le reste du voyage à explorer la Suisse, visitant les montagnes, profitant de chaque instant comme s'il était unique. Et quand ils rentrèrent en France, ils étaient plus unis que jamais. De retour à Paris, la routine reprit, mais avec une sensation différente. Béatrice était plus légère, plus épanouie, plus confiante. Elle avait trouvé le véritable amour, faisait une différence dans le monde grâce à la fondation, et sa carrière était à son apogée. Tout semblait enfin s'emboîter. Mais la vie a une manière particulière de tester les gens juste au moment où ils pensent que tout est résolu. Et le test de Béatrice viendrait de là où elle s'y attendait le moins. Renaud, qui était resté relativement silencieux ces derniers mois, faisait face à une grave crise financière. Son entreprise de construction était au bord de la faillite. Les scandales de surfacturation avaient fait fuir les investisseurs, et il était désespéré. Dans un dernier acte de manipulation, il contacta Béatrice. La rencontre eut lieu dans un café neutre à sa demande, prétextant qu'il devait discuter du partage des biens du mariage, chose qui n'avait pas encore été officiellement réglée. Béatrice hésita, mais décida d'y aller, accompagnée de Philippe, qui, même s'il n'était plus romantiquement intéressé par elle, restait un ami et son avocat. Renaud arriva l'air abattu, très différent de l'homme arrogant que Béatrice avait quitté. Il tenta de jouer sur sa corde sensible, parlant des années qu'ils avaient repassées ensemble, de ses erreurs, de ses regrets. Mais Béatrice voyait clair dans sa manipulation. Il ne regrettait pas les torts qu'il lui avait causés. Il était désespéré parce que la vie avait pris un tournant qu'il n'attendait pas. « Renaud, je suis venu ici pour régler le partage des biens de manière juste et définitive. Je ne suis pas venu pour écouter des excuses vides ou pour être à nouveau manipulé. » Renaud tenta d'argumenter, d'utiliser la culpabilité, mais Philippe intervint fermement. « Monsieur Tavernier, ma cliente est extrêmement généreuse en acceptant que ce qui lui revient légalement. Je vous suggère d'accepter les termes et de clore cette affaire une bonne fois pour toutes. » Renaud réalisa qu'il n'avait plus le contrôle de la situation. Il signa les papiers et la séparation fut enfin officialisée. En sortant du café, Béatrice sentit un poids énorme s'enlever de ses épaules. Ce chapitre était définitivement clos. « Merci d'avoir été là, Philippe, » dit Béatrice alors qu'ils marchaient sur le trottoir. « Toujours, Béatrice, même si nous ne sommes pas ensemble, tu es l'une des personnes les plus importantes de ma vie. » Ils se prirent dans les bras, et Béatrice ressentit de la gratitude d'avoir préservé cette amitié, d'avoir été honnête, d'avoir respecté les sentiments de toutes les personnes impliquées. Avec la séparation officialisée, Béatrice se sentit vraiment libre. Plus rien ne la liait au passé. Elle pouvait enfin regarder vers l'avant sans poids, sans culpabilité, sans peur. Et l'avenir qu'elle voyait était brillant. La fondation continuait de grandir. L'entreprise prospérait et elle avait à ses côtés un homme qui l'aimait et la respectait profondément. Elle avait de vrais amis, une grand-mère qui était son roc et une mission qui donnait un sens à sa vie. Béatrice était devenue la femme qu'elle avait toujours eu le potentiel d'être. Et maintenant, enfin, elle était prête à vivre pleinement toutes les possibilités que cette renaissance apportait. Chapitre 6. La nouvelle année arriva, apportant avec elle une énergie de renouveau qui semblait en harmonie avec tout ce que Béatrice avait vécu au cours des 18 derniers mois. C'était janvier, Paris était radieux sous un ciel bleu sans nuages, et Béatrice sentait qu'elle vivait enfin la vie qu'elle avait toujours méritée, mais qu'elle n'avait que maintenant le courage de revendiquer. La Fondation Hélène était devenue une référence nationale. Le modèle d'accompagnement que Béatrice et son équipe avaient développé était étudié par d'autres organisations, et elle recevait constamment des invitations pour des conférences, des consultations, des partenariats. L'espace près des Gobelins n'était plus suffisant, et ils étaient dans les derniers préparatifs pour inaugurer un siège plus grand, capable d'accueillir 3 fois plus de femmes. L'agence événementielle prospérait également. La succursale de Lyon tournait à plein régime, avec Marianne partageant son temps entre les deux villes.
Béatrice avait embauché une équipe compétente, délégué des responsabilités et appris à faire confiance au travail des autres, ce qui lui était difficile auparavant. Elle grandissait non seulement professionnellement, mais aussi en tant que leader, mentor et source d'inspiration par l'exemple. Sa relation avec Léonard s'approfondissait de jour en jour. Ils avaient trouvé un équilibre parfait entre proximité et indépendance, où chacun conservait son individualité, ses projets, ses espaces, mais partageait les moments importants, les rêves, les réussites et aussi les difficultés. Léonard n'a jamais essayé de contrôler Béatrice, jamais essayé de la rabaisser, et elle, de son côté, avait appris à faire confiance, à se livrer sans craindre de se perdre. Un soir, lors d'un dîner romantique dans un restaurant avec vue sur la Seine, Léonard sortit une petite boîte en velours de la poche de sa veste. Béatrice sentit son cœur s'accélérer, mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'attente, de la joie. « Béatrice Cardon, tu as transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tu m'as appris ce qu'est le véritable amour, le respect, l'admiration. Je ne veux pas seulement être à tes côtés, je veux construire toute une vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple, élégante, parfaite. Béatrice sentit des larmes couler sur son visage, mais c'étaient des larmes de bonheur absolu. « Oui, Léonard. 1000 fois oui. » Il lui passa la bague au doigt, et ils s'embrassèrent sous les applaudissements discrets des autres clients du restaurant. C'était un moment parfait, sans exagération, sans ostentation, juste deux cœurs s'engageant à cheminer ensemble. Quand Béatrice rentra chez elle ce soir-là et l'annonça à sa grand-mère Delphine, l'aînée pleura d'émotion. « Ma chérie, tu as trouvé un homme qui te voit, qui te valorise, qui t'aime vraiment. Ta mère serait si fière. » Béatrice serra sa grand-mère dans ses bras, sentant la gratitude déborder. Delphine avait été son havre de paix, son pilier, et sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible. Les préparatifs du mariage commencèrent, mais Béatrice ne voulait rien de grandiose. Elle voulait quelque chose d'intime, de significatif, avec les personnes qui comptaient vraiment. Ils décidèrent que la cérémonie aurait lieu chez sa grand-mère Delphine, dans le jardin dont l'aîné s'occupait avec tant d'amour. Ce serait simple, en plein air, avec seulement les amis proches et la famille. Tout en planifiant le mariage, Béatrice finalisait également les détails de l'inauguration du nouveau siège de la Fondation Hélène. L'événement serait important, avec la présence d'autorités, de partenaires, de donateurs et surtout des femmes qui avaient été aidées au cours de la dernière année. Béatrice voulait que ce soit une célébration, un moment pour montrer au monde l'impact réel qui était généré. L'inauguration eut lieu un après-midi de mars et fut émouvante du début à la fin. L'espace était vaste, bien éclairé, décoré de couleurs douces qui transmettaient une sensation d'accueil. Il y avait des salles pour le soutien psychologique, une bibliothèque avec des livres sur l'émancipation et le développement personnel, une salle de formation professionnelle équipée d'ordinateurs, et même un espace pour enfants afin que les femmes puissent amener leurs enfants pendant les rendez-vous. Pendant la cérémonie d'ouverture, plusieurs femmes aidées par la Fondation montèrent sur scène pour partager leurs histoires. Amandine, la première bénéficiaire, parla de la façon dont elle avait retrouvé son estime de soi et son indépendance financière. Simone, l'avocate qui avait repris sa carrière, parla de l'importance de ne jamais abandonner ses propres rêves. Et il y en eut d'autres, des dizaines d'autres, chacune avec une histoire unique, mais toutes partageant le même dénominateur commun, le courage de recommencer. Quand vint le tour de Béatrice de parler, elle monta sur scène le cœur plein. Elle regarda le public et vit des visages qui représentaient la transformation, l'espoir, l'avenir. Quand j'ai créé la Fondation Hélène, je voulais honorer la mémoire de ma mère, une femme qui a vécu toute sa vie en se sentant invisible. Mais je voulais aussi créer un espace où d'autres femmes n'auraient pas à vivre ce que j'ai vécu, ce que ma mère a vécu. Un espace où elles pourraient se retrouver, se reconstruire, se redécouvrir. Et aujourd'hui, en regardant chacune d'entre vous ici présente, je vois que cet objectif a été atteint. Mais ce n'est pas mon mérite. C'est le mérite de nous toutes, de chaque femme qui a eu le courage de demander de l'aide, de chaque professionnel qui s'est dévoué avec amour, de chaque partenaire qui a cru en cette cause. Nous brisons des cycles, nous changeons des histoires. Nous prouvons qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le public se
leva pour l'applaudir, et Béatrice sentit une vague d'émotion la submerger. Là se trouvait le vrai sens de tout ce qu'elle avait vécu. La douleur s'était transformée en mission, la souffrance avait cédé la place à la compassion, et l'invisibilité avait été remplacée par une présence qui impactait désormais des centaines de vies. Après l'inauguration, il y eut un cocktail où Béatrice circula parmi les invités, remerciant, discutant, écoutant des histoires. Léonard était à ses côtés tout le temps, fier, présent, la soutenant discrètement. Philippe et Daniel étaient également là, et les trois hommes conversaient naturellement entre eux, sans ressentiment, unis par le respect mutuel et l'admiration qu'ils avaient tous pour Béatrice. Les semaines suivantes, la vie de Béatrice fut une course effrénée entre les préparatifs du mariage, la gestion du nouveau siège de la Fondation et les engagements professionnels de l'agence événementielle. Mais elle aimait chaque seconde de cette course. C'était fatigant mais gratifiant. C'était stimulant mais enrichissant. Le mariage de Béatrice et Léonard eut lieu un samedi ensoleillé d'avril. Le jardin de la maison de sa grand-mère Delphine était impeccablement décoré, avec des fleurs blanches et des arrangements discrets qui créaient une atmosphère romantique sans excès. Il y avait une cinquantaine d'invités, tous des personnes chères, triées sur le volet. Béatrice portait une robe simple, en dentelle délicate, qui mettait en valeur sa beauté naturelle sans l'éclipser. Elle remonta l'allée jusqu'à l'hôtel improvisé dans le jardin, au bras de sa grand-mère Delphine, qui portait une robe lavande et avait les yeux brillants de fierté. Léonard l'attendait à côté du célébrant, avec un sourire qui disait tout sans avoir besoin de mots. La cérémonie fut courte, mais émouvante. Ils échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits personnellement, des mots qui reflétèrent le chemin que chacun avait parcouru pour arriver là. Quand le célébrant les déclara officiellement mariés, Léonard embrassa Béatrice avec tendresse et tout le monde applaudit. La fête qui suivit fut décontractée, avec de la musique live, une nourriture délicieuse préparée par l'un des restaurants de Daniel et beaucoup de rires. Marianne fit un discours émouvant sur la transformation de Béatrice, sur la façon dont elle était passée d'une employée talentueuse à une associée, une leader, une inspiration. Philippe porta un toast avec humour faisant rire tout le monde, et Daniel, avec sa sérénité caractéristique, souhaita au couple tout le bonheur du monde. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées et rosées, Béatrice et Léonard s'éloignèrent un peu des invités et se rendirent dans un coin du jardin d'où ils pouvaient voir toute la fête. Il la serra par derrière et ils restèrent là, en silence, appréciant simplement ce moment. « Tu es heureuse ?» demanda Léonard d'une voix douce. « Plus que je ne l'aurais cru possible un jour, » répondit Béatrice en se tournant pour lui faire face. « J'ai passé tant d'années à croire que le bonheur était quelque chose d'extérieur, quelque chose qui dépendait de quelqu'un d'autre, de circonstances parfaites. Mais maintenant je comprends que le bonheur c'est de se sentir entière, de vivre en accord avec ses valeurs, d'être entouré de gens qui vous aiment vraiment. Et j'ai tout ça. » Léonard l'embrassa tendrement sur le front. « Et moi, je t'ai toi. » Ce qui est plus que ce que j'aurais pu demander. Les mois qui suivirent le mariage furent une période de consolidation. Béatrice et Léonard emménagèrent dans un appartement qu'ils avaient choisi ensemble, un espace qui reflétait la personnalité de chacun. C'était un appartement à Montmartre, près de la maison de la grand-mère Delphine, avec une vue partielle sur les toits de Paris et beaucoup de lumière naturelle. Ils le décorèrent ensemble, choisissant chaque meuble, chaque tableau, chaque détail. C'était un vrai foyer, construit en partenariat. La Fondation Hélène continuait de grandir. Béatrice reçut une proposition pour étendre le modèle à d'autres villes de France, en commençant par Lyon et Bordeaux. C'était un défi énorme, mais elle avait une équipe compétente et les ressources pour y parvenir. La Fondation devenait un mouvement, un réseau de soutien qui atteignait de plus en plus de femmes. L'agence événementielle prospérait également, avec des projets de plus en plus grands et stimulants. Béatrice avait trouvé l'équilibre parfait entre être entrepreneur et militante sociale, consacrant du temps et de l'énergie aux deux fronts sans en négliger aucun. C'est un après-midi de septembre, près de 2 ans après avoir quitté la maison de Renault, que Béatrice reçut un appel inattendu. C'était une journaliste de l'une des principales chaînes de télévision du pays, l'invitant à participer à une émission sur des histoires de résilience féminine.
L'émission aurait une portée nationale et Béatrice serait l'invitée principale. Elle accepta sans hésiter. Non par vanité, mais parce qu'elle savait que son histoire pourrait aider encore plus de femmes. Et plus elle pourrait atteindre de femmes, plus de vies pourraient être transformées. L'enregistrement de l'émission eut lieu dans un studio à Paris. Béatrice était sereine, confiante. La présentatrice mena l'interview avec sensibilité, posant des questions qui permirent à Béatrice de raconter son histoire complète. Des années d'invisibilité dans son mariage, à la création de la fondation et à la reconstruction de sa propre vie. Quand la présentatrice lui demanda quel message Béatrice aimerait laisser aux femmes qui regardaient, elle répondit avec conviction. « Je veux dire à chaque femme qui se sent invisible, rabaissée, effacée, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que vous avez de la valeur, du potentiel, de la force même quand vous n'arrivez pas à le voir, que quitter une situation qui vous fait du mal, ce n'est pas abandonner, c'est se choisir. Et quand vous vous choisissez, quand vous vous mettez en premier, le monde entier se réorganise autour de vous. Ce ne sera pas facile. Il y aura de la peur, de l'incertitude, des jours difficiles. Mais à la fin, vous regarderez en arrière et vous vous remercierez d'avoir eu le courage. » L'émission fut diffusée un jeudi soir et la répercussion fut immédiate. Les réseaux sociaux de la Fondation furent inondés de messages de femmes demandant de l'aide, offrant leur soutien, partageant leurs propres histoires. Le téléphone de la Fondation ne cessait de sonner. C'était écrasant, mais aussi merveilleux. Béatrice avait atteint des millions de personnes, et l'impact serait incommensurable. Les mois suivants, la Fondation dut encore s'agrandir, embaucher plus de professionnels, ouvrir de nouveaux fronts d'accompagnement. Béatrice était épuisée mais comblée. Elle voyait le rêve qui avait commencé modestement se transformer en quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Et puis, un matin de décembre, Béatrice découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle la prit par surprise, mais ce fut une merveilleuse surprise. Elle et Léonard avaient parlé d'avoir des enfants, mais ne le planifiaient pas activement. C'est arrivé naturellement, et cela semblait être le moment parfait. Quand elle l'annonça à Léonard, il la souleva dans ses bras et la fit tourner, riant de pur bonheur. « Nous allons être parents, Béatrice. Nous allons avoir une famille. » Béatrice sentit des larmes de joie couler. Elle construisait non seulement une carrière, une cause, mais aussi une famille basée sur un amour véritable, le respect, le partenariat. Quand elle le dit à sa grand-mère Delphine, l'aînée pleura abondamment. « Un bébé, mon arrière-petite-fille ou mon arrière-petit-fils, ta mère serait si heureuse, Béatrice. » C'était un cycle qui se bouclait magnifiquement, la douleur des générations passées se transformant en amour pour les générations futures. Béatrice allait élever son enfant dans un environnement complètement différent de celui qu'elle et sa mère avaient connu. Un environnement où il serait vu, valorisé, aimé inconditionnellement. Les mois de grossesse furent paisibles. Béatrice continua de travailler, mais à un rythme plus léger, déléguant davantage, prenant soin d'elle. Léonard était présent à chaque consultation, chaque échographie, chaque moment important. Et quand ils découvrirent que ce serait une fille, Béatrice sut immédiatement quel serait son nom. Hélène, en hommage à sa mère et à la fondation qui portait son héritage. La petite Hélène naquit un matin d'août, après un travail long mais sans complications. Quand Béatrice la tint dans ses bras pour la première fois, elle sentit une vague d'amour si intense qu'elle pouvait à peine respirer. Cet enfant représentait tout. Il représentait l'avenir, l'espoir, la continuité d'un héritage de force et de résilience. Léonard était à ses côtés, pleurant aussi d'émotion, touchant délicatement le petit visage de sa fille. Elle est parfaite. Et elle l'était. Parfaite d'une manière qui transcendait l'apparence physique. Elle était parfaite parce qu'elle était aimée, attendue, désirée, parce qu'elle était née dans une famille où elle serait vue, valorisée, encouragée à être qui elle voudrait être. Les mois suivant la naissance d'Hélène, Béatrice dut faire des ajustements, travailler de la maison autant que possible, déléguer encore plus, accepter qu'elle ne pouvait pas tout faire seule. Mais elle avait un solide réseau de soutien. Léonard était un père présent, partageant toutes les responsabilités. La grand-mère Delphine était toujours disponible pour aider. Marianne assuma plus de responsabilités dans l'entreprise. Et l'équipe
de la Fondation était assez compétente pour mener les projets sans supervision constante. Béatrice a pris une leçon importante pendant cette période. Demander de l'aide n'était pas une faiblesse, c'était de l'intelligence. Et accepter qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite en tout était libérateur. Quand la petite Hélène fêta son premier anniversaire, Béatrice organisa une fête intime, avec seulement la famille et les amis les plus proches. C'était chez sa grand-mère Delphine, dans le même jardin où elle et Léonard s'étaient mariés. En observant sa fille faire ses premiers pas hésitants, applaudis par tous, Béatrice ressentit une profonde gratitude pour tout ce qu'elle avait vécu, y compris les moments difficiles. Parce que ce sont ces moments qui l'avaient façonnée, qui l'avaient renforcée, qui l'avaient transformée en la femme qu'elle était aujourd'hui. Une femme qui connaissait sa valeur, qui n'acceptait pas d'être rabaissée, qui se battait pour ses propres rêves et pour les rêves d'autres femmes. Léonard s'approcha, passant un bras autour de ses épaules. « À quoi tu penses ?» Béatrice sourit, regardant sa fille, sa grand-mère, ses amis, toute cette vie qu'elle avait construite. « Je pense que ça en valait la peine. Chaque larme, chaque peur, chaque moment d'incertitude. Ça en valait la peine parce que ça m'a amené jusqu'ici. Et ça en avait vraiment valu la peine. » Béatrice était sortie d'un mariage où elle était invisible pour construire une vie où elle était la protagoniste. Elle avait transformé la douleur en mission. Elle avait brisé des cycles. Elle avait inspiré des milliers de femmes. Et, par-dessus tout, elle s'était retrouvée. Elle n'était plus cette femme qui croyait que sa valeur dépendait d'être aux côtés d'un homme puissant. Elle était puissante par elle-même. Elle était complète. Elle était entière. Et maintenant, entourée d'un amour véritable, elle vivait la vie qu'elle avait toujours méritée. Cet après-midi ensoleillé d'août, alors que la petite Hélène riait dans les bras de son père, que sa grand-mère Delphine racontait des histoires aux amis, que le soleil peignait le ciel de doré, Béatrice ferma les yeux un instant et se murmura « J'ai réussi, maman. J'ai brisé le cycle. Et maintenant, Hélène va grandir en sachant qu'elle est vue, qu'elle compte, qu'elle a de la valeur. Et ça, c'est tout. » C'était la fin d'un chapitre et le début de beaucoup d'autres. Mais Béatrice était prête, parce qu'elle savait maintenant que, quoi qu'il arrive, elle serait toujours elle-même. Et c'était plus que suffisant. Fin de l'histoire. Chers auditeurs et auditrices, nous espérons que l'histoire de Béatrice et son parcours de reconstruction ont profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce récit de résilience, de courage et de renaissance, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et montrent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec une nouvelle histoire qui touchera vos émotions et vous fera réfléchir à la force qui existe en chacun de nous.